Alors donc voilà, mon nom est Sylvain Bélanger. Moi, je suis déjà venu en Belgique il y a bien longtemps, dans une autre génération, dans une autre époque. J'ai commencé en fait avec la Belgique il y a une dizaine d'années. Je suis venu à Namur, à Liège, pendant plusieurs années, à Bruxelles aussi. Et ensuite, j'ai ensuite été vers la France. Et voilà. Donc moi, il y a 25 ans passés, j'ai été formé avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui était un Américain, qui enseignait donc la guérison chamanique. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était que la guérison chamanique à cette époque-là. J'avais suivi une formation en psychothérapie corporelle et j'avais une amie qui m'avait dit: Sylvain, tu devrais aller voir ce mec-là. C'est un mec que je connais très bien, tu vas beaucoup aimer ce qu'il fait. Elle ne me connaissait pas vraiment quand elle me disait ça, mais bon, j'avais comme dit: ah ben oui, c'est vrai que ça me plairait parce que ça me plaisait cette idée de la guérison. Et j'ai donc été voir ce monsieur-là sans trop savoir qu'est-ce que j'allais découvrir. C'est un peu comme la découverte. Et c'est un stage qui durait comme 3-4 jours, il me semble. Et puis, la première chose qui m'a surpris, bien évidemment, c'est qu'au Québec, nous, on a une culture religieuse qui est on est réverbatif face à la religion, parce qu'on a été beaucoup, beaucoup manipulé par les religions dans les générations anciennes, précédentes à la mienne. Alors donc, évidemment, il y avait pour lui, il y avait beaucoup d'utilisation de termes religieux. Il faisait venir la Vierge Marie, des énergies très, très catholiques. Bon, déjà en partant, il y avait quelque chose qui était particulier. Mais la chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y avait de l'exorcisme tout au long du stage que je ne savais pas. Et ce qui voulait donc dire qu'il y a des gens qui se mettaient par moments à crier ou à pleurer ou à vivre des états d'âme particuliers, alors que finalement, tout le monde était relativement calme. Il y avait quelqu'un toujours qui venait déranger le calme par ces réactions-là. Je fais ça un peu comme une caricature, mais pour moi, c'était un peu surprenant parce que j'avais vraiment pas été prévenu de ça. Et à un moment donné, évidemment, bon, premièrement, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais à un moment donné, le guérisseur me dit: tu as une entité, on va travailler sur toi à un moment donné. Donc, ça m'avait fait un choc parce que j'avais vu tout le monde, comment les gens réagissaient quand ils étaient supposément possédés. Alors, ça m'avait fait j'avais un petit peu d'inquiétude à vivre la chose. Mais finalement, ça a été le dernier exercice, la dernière méditation, et puis je pensais même qu'il m'avait oublié, je me faisais tout petit. Et puis finalement, bon, à un moment donné, j'ai ressenti une énergie qui est venue passer dans mes mains. Et ça m'a vraiment fait une pulsation très forte. J'avais une sensation que c'était très bleu. Et je me suis comme paralysé à ce moment. Mon corps s'est paralysé. Mais comme je suis quelqu'un d'assez sobre, j'ai pas commencé à faire des cris ou des choses comme ça. Mais en fait, c'était surtout des femmes qui criaient beaucoup dans ce stage-là. C'était une blague. Hein? Et finalement, donc, ce qui s'est avéré, c'est que finalement, dans toute l'histoire, bon, on m'a enlevé supposément l'entité. Mais tout ça, je vous raconte ça parce que quand je me suis retrouvé dans ce bain-là, je me suis retrouvé dans un bain vraiment d'un monde inconnu, que j'avais pas de réponse. Et ce qui était surprenant aussi, c'est que le guérisseur n'avait pas de réponse non plus. Il nous disait des choses, il nous les faisait vivre, mais il ne nous expliquait rien. Et moi, j'ai posé beaucoup de questions et il me disait: attends, tu vas comprendre à un moment donné, attends. Comme ça, quelque part, il n'y avait pas de... Il ne nourrissait pas le mental. À quelque part, c'était ça que je comprenais. Sauf que ça m'a beaucoup dérangé malgré tout, parce que je suis quelqu'un qui aime bien comprendre et j'aime bien aller au fond des choses. Ce qui a fait que finalement, j'ai suivi pendant 3 ans, en espérant toujours avoir une révélation qui m'allait m'être retransmise par lui. Et finalement, elle n'est jamais venue. Donc, je me suis retrouvé donc, dans une position où, après les 3 années où la formation était complétée, je me suis dit: qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai plein de questions, j'ai plein d'interrogations, je ne sais pas comment fonctionne l'intuition. Alors que j'étais formé en intuition, que je suis capable d'en faire, alors que plein d'autres gens qui étaient autour de moi n'étaient pas capables. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à développer l'intuition, alors que moi j'avais une facilité vraiment j'avais une facilité. Donc je me disais: comment ça se fait que c'est facile pour moi, pour d'autres c'est difficile. Donc tout ça m'a amené donc à prendre volontairement un recul après les 3 années, où je me suis dit: ben là j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour arriver à cerner un peu les mécanismes permettant le développement de l'intuition, comprendre entre autres l'exorcisme, la possession, toutes ces choses-là qui m'apparaissaient quand même un peu particuliers. Et ça m'a amené donc tout doucement à poser comme une méthode que j'ai développée avec le temps qui s'appelle l'écoute imaginaire. Là, vous allez me dire: l'écoute imaginaire, qu'est-ce que ça vient faire dans un truc pareil? On parle de mysticisme, de spiritualité, de révélation. Et là, on parle d'imagination. L'imagination, c'est quelque chose de faux, c'est quelque chose de pas vrai, n'est-ce pas? Hein? Habituellement, c'est ce que les gens me disent. Hein? Donc, je suis en train de vous dévoiler ce que vous pensez peut-être. Mais en fin de compte, la grande réflexion qui m'a amené à l'écoute imaginaire, c'est que je me suis dit: quel est le support qui permet le développement de l'intuition? C'est quoi qui, finalement, en termes très simples, sont ramenés au basique?
c'est quoi qui m'a permis, moi, de développer mon intuition? Qu'est-ce qui m'a permis d'arriver à être capable de faire des lectures intuitives sur moi-même ou sur une autre personne? Qu'est-ce qui me permettrait d'enseigner le développement de l'intuition à n'importe quel être humain sur Terre, sans passer par les chakras, sans passer par quelque chose de très spirituel ou de très mystique que la plupart des gens ne comprennent pas, mais qui font très chic, ça fait très chic dans un salon à discuter. Mais les gens n'en comprennent pas habituellement le sens véritablement de ça, souvent, malheureusement. Donc, ça m'a amené donc vraiment à parler de l'imaginaire, parce que l'imaginaire, pour moi, c'était vraiment le moyen, le support permettant de voyager à l'intérieur de soi. Par exemple, si moi je décide de voyager dans mon genou, ben mon imaginaire va me servir. Et quand je dis mon imaginaire, ça ne veut pas dire que j'imagine, ça veut dire que mon imaginaire va me servir pour voyager dans mon corps. C'est-à-dire qu'à travers les sens, que ce soit visuel, auditif ou sensitif, je vais être capable d'aller dans mon genou et capter des informations. C'est-à-dire que je vais pouvoir me mettre en relation avec mon genou et capter des informations qui vont venir à moi, des images, des sensations et des mots, comme si mon genou était capable de me communiquer des informations. Où ça devient intéressant, c'est quand on découvre que dans cet imaginaire apparent, il y a comme une forme de sagesse, il y a une forme d'intelligence, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est capable de nous transmettre de l'information. Comme si notre corps avait une envie, un seul envie, de communiquer avec nous et de nous donner de l'information afin de mieux comprendre qu'est-ce qui anime notre être et les blessures qui peuvent être présentes en soi. Donc ça a été la première chose qui me plaisait, c'était cette idée qu'on pouvait voyager autour de soi. Il y a beaucoup de techniques qui existent, vous êtes d'accord sans doute avec moi, qui permettent de faire ce voyage autour de soi. Il y en a des américaines, il y en a de tous les styles, de toutes les sortes. Par contre, quand il s'agit de parler vers l'autre, ah ben non, là ça ne marche plus. Hein, ça devient comme dérangeant parce qu'on peut voyager en soi, c'est pas, ben oui c'est normal, ben oui on peut voyager, on peut faire de l'auto-guérison, pas de problème. Mais quand il s'agit maintenant d'aller faire une lecture sur quelqu'un d'autre, là ça devient dérangeant. Et je vous dis ça parce que quand j'ai écrit mon premier livre, beaucoup de psychologues étaient très ouverts. Je pense aux psychologues parce que j'avais beaucoup de gens qui étaient en psychothérapie, et des psychologues qui ont manifesté un intérêt pour ce livre-là au départ. Et finalement, la critique principale qui était faite face à ce livre-là, c'était justement que la psychologie, on n'y touchait pas. Hein, c'est-à-dire que moi, là, si je commençais à dire que je pouvais faire une écoute vers une autre personne, ça voulait dire quelque part que je rentrais dans les plates-bandes de la psychologie. Et là, les psychologues n'étaient pas contents parce qu'ils se disaient, ben non, c'est à nous cette voie-là. Alors, évidemment, donc, je vous parle de ça parce que quand on commence à reconnaître l'idée qu'on puisse faire une lecture sur une autre personne, on reconnaît l'idée quelque part qu'effectivement, et j'étais content que les psychologues me parlent de ça parce que c'est vrai que quand on est un thérapeute intuitif, on ne fait pas que de la voyance, on ne fait pas que de la prédiction d'avenir, ou on ne fait pas simplement que de parler de divination avec une personne. On parle de l'âme de la personne, on parle de sa psychologie, on parle de ses profondeurs, on parle de ses blessures, on parle de ses difficultés, etc. Donc, on a un rôle vraiment très proche du psychothérapeute. Et je comprenais peut-être aussi les réactions de ces gens-là qui se disaient, ben non, mais là, tu es en train de toucher les plates-bandes de la psychologie. Mais pourquoi on touche les plates-bandes de la psychologie? C'est parce que la psychologie n'a pas cherché à intégrer une réalité toute simple. Qu'on a beau être fait de chair et d'os, notre imaginaire nous permet aussi de voyager comme vers monsieur. Monsieur est là-bas, je suis ici, on a une distance entre nous qui est physiquement observable, mais moi, je peux voyager dans mon imaginaire et me mettre en relation avec monsieur. Et mon imaginaire peut me mettre en contact avec lui. Et si je suis réceptif à monsieur, je vais capter des images, des sensations et des mots, comme s'il y avait un genre de distribution d'informations qui s'effectue entre moi et lui. Et la distance n'a pas d'importance. Monsieur est là, mais je pourrais le faire avec une personne qui est en Chine et je pourrais le faire de la même façon, sans aucune différence. Il suffirait simplement que j'ai un entraînement pour être capable de faire confiance à mes perceptions imaginaires et qui viendraient à moi de la même façon. Donc, pour moi, l'écoute imaginaire, finalement, ça s'avérait être une terminologie qui était finalement pas si bête que ça parce que c'était vraiment l'outil, à mon sens, à moi, l'imaginaire, qui permettait de faire ces voyages-là. Donc, tout être humain a l'imaginaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous capables de développer notre intuition, puis qu'on n'a pas besoin de passer par une initiation particulière ou être un être qui a vraiment vécu des choses, tu sais, par exemple, la vie après la mort, là, qui a passé dans le couloir, puis qui est revenu. On n'a même pas besoin de faire ça. Vous comprenez que c'est merveilleux quand même de constater ça. Ça nous détend un peu, on n'a pas passé par le fameux couloir. Non, mais quand même, ça fait du bien de savoir ça. Donc, l'idée de l'intuition, donc c'était ça qui m'a amené. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de démystifier tout ça, parce que quand on parle de chakras, toutes ces choses-là, moi, quand les chakras, par exemple, je me suis retrouvé dans les librairies après ces 3 années de formation, j'essayais de comprendre c'était quoi un chakra. Et là, je rentrais dans les librairies, je regardais tous les livres sur les chakras, et finalement, il n'y avait aucun livre qui parlait de chakras dans le sens vivant du terme. C'est-à-dire qu'on parlait de trucs avec des pétales, avec des trucs... c'était complètement intellectuel.
Et c'était pas vécu dans le sens expérientiel, c'est-à-dire que la personne ne parlait pas d'un vécu, de ce qu'elle avait expérimenté elle-même, elle parlait vraiment d'une tradition yogique, une tradition X, Y, Z, mais il n'y avait pas ce savoir vivant qui était là. Alors moi, ça m'a amené aussi donc à vouloir beaucoup développer davantage le langage vivant, parce que dans l'écoute imaginaire, justement, la particularité de cette façon de travailler, c'est qu'on oublie, on abandonne complètement l'intellect, ou on abandonne complètement la théorie, du moins, des grandes croyances ésotériques, pour aller carrément dans la pratique. Et la pratique, bien évidemment, elle nous amène à découvrir que dans ce monde imaginaire-là, qu'on soit sur soi ou sur une autre personne, il y a une forme de sagesse intelligente qui est là. Et cette sagesse-là, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne justement à quitter notre croyance, ce qu'on croit que la réalité est, pour accéder à une réalité autre. La réalité haute, qu'est-ce qu'elle est? Mais c'est justement, c'est d'accepter qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime toute chose et qui est en mesure de nous tendre la main pour nous amener progressivement à faire un voyage. Un voyage dans lequel on va apprendre donc à abandonner nos croyances, nos limitations dans un tout plus vaste. Ah, c'est un peu le programme que moi j'ai mis en place avec l'écoute imaginaire, c'était de vraiment mettre en évidence comment on pouvait arriver à faire ce grand voyage-là. Donc je vais vous présenter un peu dans la conférence, comme première étape, un peu le décodage intuitif, comment on peut arriver donc à... C'est quoi les grandes sphères de lecture intuitive qu'on peut faire grâce à cette technique-là. Puis ensuite, je vais vous parler de la déprogrammation et de la guérison de l'être, qui sont les 3 thèmes du titre de la conférence de ce soir. Ça vous va? Oui, vous êtes mieux parce que j'ai d'autres thèmes, je pourrais parler d'autres choses, mais là, je m'étais préparé pour cette conférence-là. Donc, il y a 3 grandes dimensions, 3 grandes réalités qu'on observe dans la pratique de l'écoute imaginaire. La première, c'est la santé. Alors, moi, je me suis intéressé, quand j'ai commencé la pratique, j'avais une grande facilité à voir des personnages dans les champs énergétiques des personnes. Les personnages, bien évidemment, c'est des personnages reliés à l'enfance, reliés à des potentiels futurs que l'on avait, à des perturbations qu'on avait vécues dans notre vie, etc. J'avais une grande facilité à ce niveau-là. Donc, j'en voyais plein. C'était pour moi, c'est un peu comme des bandes dessinées, donc j'avais un plaisir quand même d'observer ça. Mais à un moment donné, il y a des gens qui me disaient « Oui, mais j'ai tel problème de santé, comment ça se fait que tu ne le vois pas? » Et là, quand les gens ont commencé à me dire ça, je me suis dit, mais ils pensent que je vois tout, ces gens-là. Ils pensent que je suis capable de percevoir tout. Moi, je n'avais jamais envisagé de voir le corps physique, de voir la santé énergétique, finalement. Je n'avais jamais conçu que c'est quelque chose que je trouvais intéressant, mais je n'avais jamais travaillé dans cette direction-là. Alors, quand les gens ont commencé à me dire que je ne le percevais pas, qu'ils me reflétaient ça, et que eux, à leurs yeux, j'aurais dû le percevoir dans leur vision à eux, c'est sûr que ça m'a questionné, puis ça m'a amené à me dire, bien oui, effectivement, c'est vrai que j'aurais peut-être avantage à aller chercher cette information-là, comprendre le corps humain, pour être en mesure donc de le percevoir intuitivement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris des cours d'anatomie, de physiologie, de pathologie, et progressivement, ça m'a amené tout doucement à être capable d'avoir une représentation intuitive de ce corps humain-là. Je vous raconte ça parce que je veux vous faire part que l'intuition, elle se développe quand on a une représentation, évidemment, plus on a une représentation claire d'une réalité, plus ça va être facile de développer cette réalité-là. C'est-à-dire que si moi j'ai une représentation intuitive du corps humain, bien si j'ai une représentation théorique dans mon être, hein, si j'étudie l'anatomie, la physiologie, la pathologie, ça va être beaucoup plus facile pour moi de me rendre réceptif à une perception de la réalité du corps humain d'une autre personne ou de moi-même à ce moment-là. Donc, ça veut dire que quand on veut développer son intuition, on ne doit pas négliger l'aspect intellectuel. On a souvent tendance à dire « Ah, l'intuition, il ne faut surtout pas être rationnel. Il ne faut surtout pas dans le mental. » Moi, je trouve que c'est le grand piège. Quand je donne mes cours, c'est d'ailleurs ça qui ressort tout le temps. Il y a toujours une personne qui va me lever la main en disant « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si c'est notre mental? » Ben oui, mais accueille-le. Accueille-le, c'est ton mental. C'est quoi le mental finalement? C'est un messager, tout comme les perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui sont dans ton être. Tout ce qui se manifeste dans ton être ont une manifestation à te communiquer quelque chose. Donc si c'est ton mental que tu as l'impression qu'il intervient pendant que tu fais une pratique intuitive, ne viens pas l'empêcher de se manifester. Au contraire, accueille-la, puis pose-lui des questions. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Hein? C'est-à-dire que dans la pratique de l'écoute imaginaire, on va mettre beaucoup l'emphase sur l'idée que nos perceptions imaginaires, nous, on doit garder une position de témoin par rapport à elles. La position de témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis là et je suis objectif. Et quand je suis objectif, je suis capable de questionner donc les perceptions imaginaires sans présumer de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que je n'imagine pas, je n'interprète pas ce qu'elles sont. C'est-à-dire que je vais les questionner en leur demandant clairement
qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Et ce qui est intéressant, c'est que plus on adopte cette position-là de témoin, plus les perceptions imaginaires vont nous répondre. C'est vraiment un genre de dialogue qui va se mettre en place. Et pour moi, le monde imaginaire devient un langage à ce moment-là. Un langage qui existait à une certaine époque lorsque les gens maîtrisaient moins la parole. Ils avaient une représentation symbolique des choses qui était beaucoup plus importante. Et je crois qu'il y avait une forme de télépathie beaucoup plus importante aussi qui existait à ces époques-là. Qu'on a, nous, appris à perdre, parce que le mental s'est développé tellement fortement qu'on a appris effectivement à perdre cette notion-là. Donc, cette idée maintenant, donc j'ai parvenu donc, à percevoir la réalité du champ énergétique. Grâce à ces cours-là, ça m'a ouvert à l'idée qu'il était possible donc, de voir les organes et les systèmes du corps humain. Et ça m'a amené donc à toute une grille que j'ai développée. Je ne pense pas que je vais avoir le temps de tout vous proposer ça, parce que ça ferait peut-être trop dense. Mais l'idée de base que j'ai observée à travers ça, c'est qu'il y a un physicien qui m'a beaucoup plu, moi, qui a fait des recherches ça fait peut-être une dizaine d'années que ces recherches ont été effectuées, même plus que ça, je crois. C'est le physicien Pop qui a démontré que les cellules du corps émettaient de la lumière. Alors, en fin de compte, c'est la preuve scientifique que l'aura existe, en fait, qu'il a démontré. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui a vraiment développé donc, un appareil qui mesure cette lumière-là. Donc, ce n'est pas juste un truc dans les airs, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ça tient compte vraiment de la médecine quantique, des niveaux courants, etc. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est que le Soleil, que nous connaissons tous, le Soleil émet de la lumière. Jusqu'à maintenant, vous me suivez, ça va? Je sais que ça peut être complexe quelquefois, ces données-là. Donc, le Soleil émet de la lumière, et la lumière, finalement, les cellules du corps, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont absorber cette lumière-là. Et en absorbant la lumière, elles vont comme assimiler de l'énergie. Et en assimilant de l'énergie, elles vont ensuite réémettre de l'énergie. C'est un peu comme s'il y avait une forme de respiration cellulaire qui s'effectuait. Alors, quand on observe ça avec un appareil de physique quantique, on va observer effectivement cette respiration cellulaire comme une émanation, c'est-à-dire que les cellules absorbent la lumière et en réémettent, absorbent et en réémettent. Alors donc, lui a observé effectivement qu'il y avait même des fréquences dans le corps humain, et selon les maladies aussi, il y avait des tendances, comme certaines maladies, la cellule n'avait plus la capacité d'absorber la lumière, elle ne faisait que l'émettre, par exemple. C'est des choses qui ont été constatées. Alors ça, c'est assez récent, donc cette recherche-là est en cours, et elle va amener sans doute des compréhensions beaucoup plus grandes sur la santé. Mais je vous parle de ça parce qu'encore une fois, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'on a tendance des fois à parler de corps éthérique, le corps éthérique ou l'aura. Puis on parle de tu as une perturbation énergétique dans ton corps éthérique ou dans ton aura. On oublie souvent, et ce physicien-là a bien mis en évidence cette réalité-là, que s'il y a une perturbation dans le champ énergétique d'une personne, cette perturbation-là est un reflet d'une activité cellulaire. Alors, s'il y a donc une activité cellulaire qui est donc perturbée, ça veut donc dire effectivement qu'il y a un potentiel de maladie qui peut se développer. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs certains voyants vont faire des lectures intuitives sur des personnes, puis ils vont être capables justement de percevoir dans le champ énergétique, ils vont pouvoir dire à une personne, mais toi, tu as telle maladie. La personne dit non, je ne suis pas malade, je n'ai pas cette maladie-là, puis finalement, ça se déclare quelques mois plus tard qu'effectivement, la personne avait cette maladie-là. Donc la personne va dire, mon Dieu, il avait vu quelque chose que personne n'avait vu avant lui, donc on est vraiment impressionné. Mais quand on y pense, c'est logique tout simplement. C'est-à-dire que dans le champ énergétique, on peut voir donc les traces de perturbations qui sont déjà installées dans le corps humain. Et si ces perturbations-là, on ne fait rien avec, bien inévitablement, elles vont entraîner donc des perturbations plus profondes qui vont entraîner ensuite la maladie. Donc, quand on observe un champ énergétique, rappelez-vous à quelque part que ce que vous observez, c'est donc l'émanation cellulaire. Donc, c'est intéressant de se le rappeler, parce qu'on parle des chakras, on parle des corps éthériques, on parle des nadis, on parle de toutes sortes de choses qui sont très subtiles. Mais en même temps, tout ça, c'est supporté par un corps physique. Alors, ce corps physique-là, quand on arrive à le comprendre mieux, on arrive à mieux comprendre la santé, on arrive à mieux conseiller aussi notre partenaire ou nous-mêmes, on arrive à mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir notre équilibre énergétique à ce moment-là. Donc, il y a un grand thème qui a été développé par la physique quantique qui met en évidence un peu pour moi, ce qu'est la santé optimale. C'est qu'eux ont mis en évidence qu'il y avait dans notre champ énergétique un potentiel de négantropie. La négantropie, qu'est-ce que c'est? C'est un grand terme, un grand mot, je vois là. C'est vrai que c'est un grand mot. Négantropie, je ne l'écrirai pas car je n'ai pas de tableau, mais c'est un mot qui est assez long, effectivement, et qui met en évidence une chose toute simple, c'est que quand il n'y a pas de friction dans l'énergie, il y a donc une circulation optimale. C'est-à-dire, imaginez que mon énergie part des pieds et qu'elle remonte jusqu'au sommet de la tête sans aucun obstacle, sans aucune heurte, que ce soit parfaitement fluide et harmonieux. C'est ça la négantropie.
La négantropie, c'est quand l'énergie, elle circule parfaitement, harmonieusement, sans aucun obstacle. Par rapport à la négantropie, il y a un autre terme qui s'appelle l'entropie. L'entropie, c'est l'inverse, c'est l'usure. C'est-à-dire que l'énergie, lorsqu'elle frictionne dans mon champ énergétique, j'ai un endroit où l'énergie circule moins bien, vous comprendrez que cette énergie qui circule moins bien va entraîner donc une friction. Cette friction est très subtile, mais avec le temps, elle va entraîner donc des perturbations. C'est-à-dire que mon champ énergétique, je vais l'observer, il va y avoir peut-être des affaissements qui vont se former dans mon corps, dans mon champ énergétique. Ces affaissements-là indiquent que justement, l'énergie circule de moins en moins bien et la friction est tellement forte que les cellules ne sont plus capables d'absorber et de remettre de la lumière. Donc, le champ énergétique commence à s'atrophier en quelque part. Et évidemment, quand on voit quelque chose comme ça, habituellement, la personne a des symptômes d'inconfort. A des symptômes d'inconfort dans la région concernée, même si elle n'est pas malade, même si elle n'a pas été identifiée comme étant malade, il y a habituellement des indices qu'il y a une perturbation énergétique qui est assez importante qui sont manifestées à cet endroit-là. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on regarde, le rôle du thérapeute intuitif, à mon sens à moi, c'est de prévenir la santé dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être malade, on peut au contraire déjà avoir, par cette lecture intuitive-là, être capable de comprendre justement le potentiel énergétique d'une personne, vers quoi elle tend. Et évidemment, à partir du moment où on a compris ce potentiel-là, si c'est un potentiel qui amène vers la maladie, bien, on peut intervenir sur le champ énergétique pour favoriser un mieux-être, amener une énergie de plus en plus négantropique, c'est-à-dire de plus en plus fluide, pour renverser en quelque sorte cette perturbation-là. Donc c'est ça qui est intéressant donc à envisager. Alors pour moi, le thérapeute intuitif a vraiment cette capacité de prévention. Vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui est malade, bien évidemment, quelqu'un qui est malade, on peut évidemment aussi intervenir. C'est-à-dire que le thérapeute intuitif va donc percevoir les perturbations énergétiques, puis on va le voir avec le niveau psychique. Il peut évidemment percevoir aussi les causes associées aux problématiques énergétiques. C'est-à-dire que les problématiques énergétiques peuvent être occasionnées par des perturbations d'organes, d'un point de vue physiologique, mais évidemment, ces perturbations-là d'organes sont souvent en relation aussi avec des mémoires émotionnelles, c'est-à-dire avec des événements de notre vie passés qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a peut-être pas su s'harmoniser à, et qui vont faire que notre corps va devenir de plus en plus perturbé à ce moment-là. Donc, on va le voir dans ce qui va suivre, là, qui est donc l'aspect psychique que je vais vous présenter à l'instant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette sphère énergétique? Ça va? Oui? J'ai une question. Vous avez parlé tantôt qu'il peut y avoir des perturbations au niveau éthérique. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas, par exemple, un cancer au niveau physique, qu'avec tous les appareils, on ne voit rien, et qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare au niveau éthérique? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. C'est-à-dire on va passer un examen, il n'y a pas de cancer. OK. Mais il y a quand même une information qui vient par rapport à il y a un cancer là. Possible ça? Et c'est qui vous donne cette information-là? Non, c'est bon, OK, c'est ce sentiment-là, vous avez ce sentiment-là. C'est pas un sentiment, c'est une information qui vient. Intuitivement. OK. Tant aussi longtemps qu'elle n'est pas actualisée dans le monde de la matière, il faut donc vérifier. Moi, ça m'amène à une question importante, c'est-à-dire que moi, quand j'enseigne, la foi, ça veut dire quoi? C'est pas la foi aveugle. La foi aveugle, ça voudrait dire, je crois à tout ce que l'intuition va me dire. Ça, c'est la foi aveugle. Moi, ce que je dis, non, ne soyez pas aveugle. Soyez au contraire conscient que pour que votre intuition, vous arriviez à lui faire confiance, il va falloir une chose toute simple. Que vous preniez le temps de faire des lectures intuitives sur vous et que vous preniez le temps de noter ce que vous avez observé et que vous puissiez vérifier l'information intuitive qui vous est donnée afin de déterminer si votre information intuitive est juste. Si jamais elle n'est pas juste, vous allez revoir votre intuition et vous allez lui parler dans les quatre yeux. Hein? Dans le sens que vous allez lui dire, « Hey, là, tu m'as dit quelque chose qui n'est pas avéré juste. Tu vas m'expliquer pourquoi. » C'est important cette démarche-là parce que la démarche où c'est un peu comme face à l'amitié. Un ami, quelque part, un bon ami, on peut très bien lui faire confiance. Puis à un moment donné, s'il fait quelque chose qui n'est pas correct, normalement, si c'est un très bon ami, qu'on se sent à l'aise avec lui, on va être capable de lui dire, « Hey, là, tu as fait quelque chose de pas correct. » là. On va être capable de lui communiquer. Et c'est ça qui fait que l'amitié existe, c'est-à-dire qu'on est capable d'être authentique et vrai dans la relation. Dans le processus intuitif, c'est exactement la même chose. Il y a une nécessité d'être le plus vrai possible et de ne pas mettre l'intuition sur un statut privilégié par rapport à nous. Parce que souvent, l'intuition, on a l'impression que l'intuition, c'est l'ange, c'est le guide, c'est le bon Dieu, c'est l'univers, c'est la sagesse merveilleuse. Donc, on doit se mettre à genoux, à quatre pattes, puis lui lécher les pieds. Hein?
Alors, c'est sûr que c'est quelque chose d'extrême, ça, que je vous présente là, mais c'est vrai que dans la spiritualité, on retrouve beaucoup cette croyance-là. Et moi, dans l'intuition, je trouve que c'est un danger. Parce que si on croit aveuglément à notre perception intuitive sans l'avoir vérifiée, dans le sens qu'on a pris le temps de vérifier sa pertinence, on peut effectivement s'égarer. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important de vérifier cette information-là. Donc, vous avez une information qui est précieuse, qui pourrait être effectivement importante pour vous, parce que si la médecine ne perçoit pas tout ça, mais c'est important effectivement que vous puissiez intervenir, vous de votre côté, avant, parce que personne ne peut vous aider tant et longtemps que ce n'est pas déclaré, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, c'est là que ça prend tout son sens. Pourquoi on vient vous donner cette information-là? C'est peut-être parce que quelque part, il y a quelque chose que vous devez savoir et que vous devez faire avec. Est-ce qu'on peut se déclarer, je ne sais pas, dans ce genre, par exemple? Bien, disons que c'est certain que quand on regarde la santé, comment elle fonctionne, en médecine douce, en naturopathie, en plusieurs courants, même en médecine quantique, on retrouve ce processus-là. Même dans la médecine quantique, ils mettent en évidence une notion de potentiel. Et dans la pratique du coup de magie, on met beaucoup en évidence ce potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est le potentiel, j'ai un potentiel expansif, donc j'ai un potentiel en tant que... Chacun d'entre nous, nous avons tous un potentiel d'évolution. On est tous capables d'évoluer en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on a tous la capacité de se transformer en tant qu'être humain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on a tous un potentiel limitatif aussi. Le potentiel limitatif, c'est de tous, on a la capacité de rester là et de ne pas bouger. Alors, c'est certain que quand on regarde maintenant un être humain, on doit regarder le potentiel expansif qui est chez lui et le potentiel limitatif. Le potentiel limitatif, s'il est très, 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 très élevé chez cette personne-là, bien, c'est évident que c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup moins bouger et qui va donc se scléroser et sa circulation énergétique va tendre, évidemment, à une forme d'entropie, c'est-à-dire une usure plus importante, parce que le corps, c'est un peu comme s'il s'isolait en quelque sorte. Hein. Plus je suis limitatif, plus je suis dans mon mécanisme de défense, dans mes croyances, dans mes trucs. Moins je suis ouvert au monde, à l'univers, en fin de compte, plus je suis sclérosé. Donc, c'est certain que dans un cas comme celui que vous dites, bien évidemment, oui, c'est possible. Des gens, effectivement, peuvent avoir des processus de perturbation énergétique qui ne sont... D'ailleurs, c'est reconnu, les symptômes. Combien de fois vous êtes allé voir des médecins et vous avez été leur dire « j'ai quelque chose qui me dérange, etc. » ils arrivent, oui, c'est ça, ils vont dire « c'est dans votre tête » ou on va vous donner un truc, mais je ne vois pas ce que ça peut être. Les médecins n'ont pas l'habileté d'être capables d'identifier les perturbations qu'on appelle des perturbations au niveau des organes, au niveau fonctionnel. C'est-à-dire quand un organe fonctionne, mais avec un petit dérèglement, ils ne sont pas capables de comprendre quoi faire avec ça. Ils attendent, eux, que la maladie arrive. Là, la maladie, bien là, ils savent quoi faire. Donc, c'est évident qu'il y a une grande, grande palette de couleurs de symptômes qui sont des indices de perturbation énergétique, qui indiquent que l'entropie est en train de se manifester dans notre corps, mais évidemment, on ne nous a pas enseigné à faire quelque chose avec. Et dans le travail intuitif, qu'est-ce qui est intéressant, c'est par le travail intuitif, on peut donc arriver à comprendre pourquoi cette usure-là se fait. On peut arriver donc ensuite à faire un soin énergétique aussi pour rétablir la réorganisation énergétique de ce niveau-là, puis donc finalement peut-être renverser le processus. C'est ça qui peut être fait à ce moment-là. Et un travail personnel que vous pouvez faire aussi peut également être dans cette direction-là. Donc, ça veut donc dire que quand vous dites que ça va se présenter en 2 ans, bien peut-être que oui, mais peut-être que c'est possible de renverser cette situation-là en effectuant un travail sur vous-même aussi. Ça va? Donc, le deuxième, ça c'était la sphère énergétique qui était une sphère quand même dont je n'étais pas spécialiste au départ, c'est pas été naturel pour moi dans cette direction-là, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai une certaine facilité à travailler dans cette direction-là et j'aime bien le faire aussi. Maintenant, il y a l'aspect psychologique, ça c'était ma force, où les personnages, je voyais toutes sortes de personnages dans les champs énergétiques, et c'est ça que ça m'a amené aussi donc à ce grand questionnement-là sur l'exorcisme, les entités, parce que moi je ne voyais pas c'était quoi une entité, parce que finalement, je voyais les personnages dans le champ énergétique d'une personne, mais j'en voyais dans toutes les personnes. Ça voulait dire que tout le monde était entre guillemets possédé? Non. Ça voulait juste dire quelque part qu'on est tous habités par des mémoires. Des mémoires qui sont quoi? Mais ce sont des empreintes de notre vécu finalement. Tout ce qu'on n'a pas vécu tout ce qui n'est pas en harmonie avec nous, mais c'est un peu comme si c'était dans notre champ énergétique. Supposons par exemple que j'ai vécu, moi à l'âge de 8 ans, un traumatisme qui m'a amené une impression de victimisation. Ben, cette impression de victimisation-là, si je n'ai pas fait un travail pour m'harmoniser avec ça, ben, c'est comme une empreinte dans mon champ énergétique. C'est-à-dire que je traîne avec moi une information, je suis victime. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai ça dans mon champ énergétique, qu'est-ce que je vais attirer à moi? Ben, je vais attirer des gens qui ne vont pas le savoir eux non plus, mais ils vont se sentir attirés vers moi parce qu'eux vont peut-être être des gens qui vont activer cette victime en moi. Ils vont se sentir attirés parce qu'ils vont avoir des complémentarités avec moi à ce niveau-là, puis ils vont peut-être m'amener à
revivre, en fin de compte, ce sentiment de victime. Grâce à ces gens-là, je vais pouvoir revivre ces sentiments de victime-là et faire un travail sur cette émotion de victime pour pouvoir peut-être la transcender. Ça veut donc dire finalement que les belles rencontres qu'on a tout au long de notre vie, et les moins belles rencontres aussi sans doute, sont des occasions sans doute pour nous refléter quelque chose qu'on a en soi et qu'on a beau pointer du doigt à l'autre personne en se disant « c'est une ci, c'est un ça », de constater que même si on a tendance à vouloir reprocher à la personne qui est devant nous de nous déranger, à quelque part, cette personne-là, finalement, elle n'est pas plus... c'est pas de sa faute non plus, c'est simplement qu'il y a un échange entre moi et elle, et cet échange-là, ça fait à un niveau inconscient, simplement que dès dans mon champ énergétique, il y a une blessure, cette personne-là a une blessure, elle aussi, et on se rend compte pas pour rien, parce que tous les deux, on a des blessures, et il y a donc un travail de guérison qui va pouvoir s'opérer à travers la relation. Ça, c'est si, évidemment, on veut bien le faire, parce qu'évidemment, on pourrait toujours se dire, tu sais, l'univers, je m'en tape, puis la personne, celle-là, je ne veux pas la savoir, je la tasse. Mais ce n'est pas parce qu'on la tasse, cette personne-là, qu'on ne va pas se retrouver le lendemain matin devant une autre personne qui aurait exactement la même chose, peut-être même amplifiée, pour encore plus nous obliger, encore une fois, à faire le travail qui est requis, tout simplement. Donc, la loi de l'univers est toute simple, c'est que si on ne fait pas le travail, notre champ énergétique, lui, il va magnétiser en quelque part ces énergies-là. On va devenir des attracteurs, on va devenir comme des aimants et on va attirer des gens qui vont nous obliger à faire ce travail-là. Quel est le contenu maintenant de ces informations-là qui sont dans notre champ énergétique d'un point de vue psychologique? Bien évidemment, ça touche un tas de choses. Évidemment, on peut ramener la première information la plus évidente, puis Freud l'avait compris, c'est l'enfance. Les mémoires de l'enfance, tout événement traumatisant qu'on a vécu dans notre enfance, vont s'agglomérer dans notre champ énergétique. Ça veut donc dire que si j'ai vécu une expérience traumatisante dans ma jeunesse, bien cette expérience traumatisante-là, je vais la porter en moi pendant toute ma vie si je ne fais pas un travail de guérison par rapport à cette information-là. Donc ça, c'est une première chose qu'on va chercher évidemment à faire quand on est un thérapeute intuitif. Bien, on est donc capable d'aller chercher des informations sur l'enfance, sur les traumatismes qui ont marqué notre enfance. Et ces mémoires-là de l'enfance, qu'est-ce qu'elles vont provoquer en nous? Elles vont provoquer des comportements présents qui sont en accord avec ces traumatismes-là. On ne les comprend pas toujours. Le sentiment de victime que j'ai eu à l'âge de 8 ans, mais peut-être m'amène à me comporter d'une certaine façon aujourd'hui en tant qu'adulte, qui n'est pas celui qui ne me donne pas l'impression que je suis une victime, mais qui est un reflet quand même, qui découle quand même de ce comportement-là, de cette blessure-là. Donc, ça veut donc dire, justement, que insidieusement, sans qu'on s'en rende compte, on développe une personnalité qui est finalement une tentative de trouver un équilibre en tenant compte de toutes ces blessures-là qu'on a avec soi. Et on cherche à essayer de trouver une certaine forme d'harmonie, le mieux qu'on peut, avec les moyens que l'on a, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment observable. L'autre type de mémoire qu'on va retrouver dans le champ énergétique, ce sont les mémoires d'autres vies. Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. Asseyez-vous, vous êtes bien assis. C'est sûr qu'on parle souvent des vies antérieures par rapport au karma, par rapport à toutes sortes de choses. Moi, ce que je pense beaucoup, c'est qu'on est comme une antenne. Moi, je me perçois comme une antenne, comme vous êtes tous comme des antennes. Et ces antennes-là, quelque part, sont en interaction donc avec des mémoires qui animent notre champ énergétique, associées à des expériences de notre vie, par exemple passées, comme je disais tout à l'heure. De nos expériences passées, qu'on était enfant, etc. Mais ces expériences d'enfant, si elles ne sont pas bien assimilées, qu'on n'arrive pas à les intégrer, peuvent résonner avec des mémoires d'autres vies. C'est-à-dire que c'est comme si on était une poupée gigogne, c'est-à-dire que moi je suis là physiquement, à côté j'ai les mémoires de l'enfance, puis à côté j'ai les mémoires d'autres vies qui vont résonner avec moi dans la même lignée. C'est-à-dire que la mémoire de victime que j'avais à l'âge de 8 ans va résonner avec des mémoires d'autres vies qui vont représenter un peu cette expérience de victime aussi. Donc, tout ce processus-là va amplifier finalement l'expérience émotionnelle dans laquelle je suis, c'est-à-dire que je vais devenir de plus en plus attracteur. De plus en plus, je vais attirer à moi des informations, des mémoires qui vont m'obliger à faire un travail sur moi de plus en plus important. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment être un processus que j'ai observé et ça m'amène aussi à vous parler peut-être un peu des phénomènes poltergeist, des phénomènes maisons hantées, des phénomènes de possession aussi, parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient ce genre d'expérience-là avaient à peu près tout le temps la même dynamique, c'est-à-dire ils étaient un individu qui avait donc une mémoire psychologique, émotionnelle de leur vécu et ils n'étaient pas capables d'assimiler cette expérience émotionnelle-là, trop de douleur, trop de souffrance, trop difficile. Et à ce moment-là, il résonnait avec une autre mémoire d'autre vie. Et cette mémoire d'autre vie devenait
la mémoire qui prenait de l'importance parce qu'elle était entre guillemets le symptôme de la possession, ou le symptôme de la maison hantée, ou le symptôme de phénomènes paranormaux. Et cette mémoire-là, qu'on travaillait dessus, elle permettait à notre partenaire de se réapproprier l'expérience émotionnelle qu'elle avait mis de côté elle-même. Comme c'est quelque part, cette expérience de mémoire d'autres vies, elle avait finalement un rôle à jouer important, qui était simplement de nous donner l'occasion de pouvoir se réapproprier une charge émotionnelle que l'on n'avait pas vécue jusqu'alors. Je vous donne l'exemple de ça. Il y avait une femme qui était venue me voir à un moment donné. Elle était venue me voir parce que sa sœur, qui était une cliente à moi, avait beaucoup aimé ce que j'avais fait, et elle m'avait dit, écoute, je vais t'amener ma sœur parce que j'ai peur, on doit l'amener en psychiatrie parce qu'elle n'est plus du tout fonctionnelle. Elle n'est plus capable de travailler, etc. Alors, quand elle est venue me voir, la première chose que j'ai observée, donc c'était une mémoire qui n'était pas elle, c'était vraiment une mémoire d'autre vie. Et cette mémoire amérindienne-là me disait, je déteste tous les hommes. Alors évidemment, quand on me dit ça, moi qui est un homme, je me suis senti un peu interpellé. Là, je me suis dit, mon Dieu, mais elle veut tuer tous les hommes, c'est pas possible. Hein? J'imagine que tous les hommes ici dans la salle me comprennent. Je me suis senti quand même responsable de la perpétuité de l'humanité en me disant, mais il faut falloir faire quelque chose. Alors évidemment, donc face à cette amérindienne-là, donc je me suis dit, bon, alors évidemment, j'aurais pu aller sortir mon eau bénite, ma croix, mon karaté pour essayer de l'extirper de ce corps et déposséder cette dame. Mais finalement, ce que j'ai fait, c'est dans la pratique de l'écoute imaginaire, c'est qu'on reste zen, on reste témoin et on va s'adresser à la mémoire en lui demandant, mais pourquoi? Pourquoi tu veux tuer tous les hommes? C'est une bonne question quand même. Tu sais, j'aurais pu me battre avec elle, elle dit, tu veux tuer tous les hommes, espèce de salope, et puis elle tu sais, quelque chose de ce genre-là. Mais finalement, on peut très bien aussi simplement comprendre et dire, mais merde, pourquoi elle veut tuer tous les hommes? C'est quand même une question intéressante. Alors là, finalement, c'est là qu'elle m'a montré une scène où elle a été violentée, un ami très proche d'elle, l'avait trahie, elle a été violentée et tuée, etc. Et elle avait donc une grande colère. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'elle était là pour transmettre à ma cliente sa colère. C'est-à-dire qu'elle avait de la colère, mais cette cliente-là, finalement, sa dynamique à elle, c'est pas pour rien que cette femme-là était là, c'est que cette cliente-là ne manifestait pas sa colère depuis qu'elle était toute jeune. Elle avait eu un père très dominant qui l'avait complètement contrôlée, complètement dominée. Évidemment, en ayant un père dominant comme ça, elle s'est retrouvée avec un mari dominant. Et plus que ça, elle s'est retrouvée dans un milieu professionnel dans lequel elle était complètement soumise à des hommes aussi. Donc, tout ça ensemble a fait qu'à un moment donné, évidemment, elle a explosé. Alors, inconsciemment, sans qu'elle s'en rende compte, elle s'est levée un matin, puis elle était comme simplement plus capable de fonctionner, de travailler dans ce milieu-là, parce qu'à quelque part, elle reconnaissait en elle, pas dans sa tête, mais dans son corps, elle reconnaissait qu'elle n'était plus capable de continuer à se refuser d'être en harmonie avec elle-même. Et c'est là, quelque part, qu'elle est devenue plus capable de fonctionner, donc elle a arrêté de travailler parce qu'elle était tout simplement plus fonctionnelle. Et évidemment, cette mémoire-là, quelque part, venait justement lui donner l'occasion de se réapproprier quelque chose qu'elle avait oublié, elle n'avait pas idée qu'elle avait le droit d'être en colère, qu'elle avait le droit, quelque part, de manifester sa colère, sa frustration envers les hommes, parce qu'on ne lui avait jamais enseigné qu'elle pouvait faire ça. Donc, vous comprenez ici que dans ce cas-là, cette mémoire-là, qu'on pourrait dire, c'est une mémoire, c'est une entité, etc. Mais non, mais c'est peut-être une mémoire, mais cette mémoire-là, elle a quelque chose de positif à transmettre à cette femme-là. Et souvent, on a l'impression que le monde des entités, c'est un monde dangereux, c'est un monde de pervers, de ci, de ça, alors que finalement, ces énergies-là, quelque part, elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer dans le sens qu'elles sont là pour nous transmettre souvent une force, une puissance, une énergie, une expérience qu'on a simplement rejetée pendant de nombreuses années et qu'on a tendance encore à rejeter aujourd'hui. Quand on commence à reconnaître ça, bien évidemment, on se rend compte que le phénomène des possessions est finalement quelque chose qui n'est peut-être pas si... ça peut être dramatique, évidemment, mais c'est quelque chose qui peut être géré, qu'on peut beaucoup mieux comprendre, qu'on peut beaucoup mieux reconnaître comme étant une expérience nécessaire, quelquefois, pour qu'une personne se réapproprie un certain pouvoir sur sa vie. Donc ça, c'était pour les mémoires d'autres vies. Également, les potentiels futurs qu'on va retrouver dans le champ énergétique, c'est-à-dire que quand on regarde un champ énergétique, on peut vraiment voir ce qu'on appelle le futur. Alors le futur, finalement, qu'est-ce que c'est que le futur? La physique quantique a mis en évidence de plus en plus, la thérapie quantique met en évidence de plus en plus qu'on serait un peu comme un hologramme. C'est-à-dire que dans notre champ énergétique, on aurait une somme de possibilités qui existerait dans notre champ énergétique, et selon les préférences de notre conscience, sans on n'a pas choisi ça, mais selon les préférences qui se manifestent en soi, on choisirait, on prendrait des directions parmi tous les potentiels qui existent. Moi, je pense vraiment sincèrement qu'un thérapeute intuitif,
quand il se met en relation avec un partenaire, il est capable de se rendre conscient du potentiel que le client est en train de prendre à son insu. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient, le client, mais le thérapeute intuitif est capable de se mettre en connexion avec ce potentiel futur-là. Donc, c'est super intéressant, parce que ça veut donc dire qu'on est en mesure de pouvoir refléter à notre partenaire le potentiel qui est en train de se construire dans sa vie et de quelle façon qu'on peut le guider ou l'aider à pouvoir réaliser sa vie. C'est quand même quelque chose d'assez important, ça, parce que ça veut donc dire qu'en tant qu'être humain, on a tous un potentiel donc de limitation, que j'appelle, où on traîne nos valises, nos bagages, nos vieilles histoires, nos vieilles émotions, tout ça. Et parallèlement à ça, on a tous un potentiel évolutif, expansif, dans lequel on lâcherait un peu plus ces valises-là, ces bagages-là, et on se dégagerait pour accéder effectivement à une libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'on accéderait effectivement à un renouveau, en fin de compte, à une transformation. On a tous cette capacité-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'accéder à cette transformation-là? C'est parce que justement, on est tellement accroché à nos expériences du passé, on est tellement identifié à chacune d'elles, qu'on ne veut surtout pas les lâcher, parce qu'on dit « Hey, c'est à moi, là. » Quand on parle d'une maladie, souvent on va dire « C'est ma maladie. Elle ne touche pas, là. C'est à moi, ça. » Que le médecin ne vienne pas me l'enlever là, parce que je vais le mordre. On a une espèce d'appartenance à la maladie. On a une appartenance parce que je suis dépressif. Je suis dépressif, je prends des médications, on est presque fiers de le dire. On est content de dire, mon Dieu, c'est ça le problème que j'avais, c'était j'étais dépressif. Ça me fait du bien de le dire parce que je me sentais tellement mal, je me jugeais, puis je ne comprenais pas ce qui se passait. Maintenant, je sais que je suis dépressif. On ne sait rien. C'est un mot dépressif, c'est juste une étiquette. On s'est mis une étiquette dans le front, puis là, on est content. Ça nous rassure, mais ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire quelque part qu'on n'a pas été au fond des choses. On n'a pas été gratté au fond de ce qui animait cette dépression-là. Qu'est-ce qui est derrière? C'est ça qui est important. Parce que ce qui est derrière, c'est quoi? C'est la vie. C'est pas un mot. Mais on est à l'aise, nous, dans les mots. On est à l'aise dans les étiquettes. On est à l'aise dans les cachettes, je dirais. On se déguise. On se déguise dans l'idée, quelque part, qu'on est ci, on est ça. Alors, la maladie nous identifie à quelque chose. Les états dépressifs, les états psychotiques ou je ne sais quoi, vont nous identifier aussi à quelque chose. Donc, on se targue finalement souvent dans ces fausses relations avec nous-mêmes pour se justifier. Et je pense que quand on accède justement au processus intuitif, ce qui est intéressant, puis tous les grands mouvements spirituels le disent, on parle de se libérer du connu. Se libérer du connu, c'est apprendre à te connaître pour justement découvrir les mécanismes que tu as développés qui sont perturbateurs, puis permets-toi de te libérer de ça pour accéder justement à un renouveau. Le renouveau, c'est quoi? C'est cette fameuse sagesse intuitive qui va nous permettre justement de se dégager de tout ce qu'on traîne avec soi pour commencer à évoluer d'une façon plus saine et plus positive. Alors, je pense que c'est ça un petit peu que le thérapeute intuitif va chercher à faire dans une pratique, dans une consultation, c'est qu'il va aider justement son partenaire à reconnaître les mécanismes qu'il a développés, qui sont donc limitatifs, puis à mettre en évidence de quelle façon que les processus évolutifs, ceux qui vont l'aider à évoluer, pourront devenir de plus en plus importants. Donc ça, c'est tout ça dans une démarche intuitive qu'on va chercher à faire. Il y a un troisième volet également, qui est le volet plus spirituel. Ce volet-là, évidemment, c'est un volet qui nous met en relation justement avec tout ce qui s'appelle expérience spirituelle, toute la relation avec les guides, avec les anges, avec tout ce que vous voulez, avec l'âme. C'est un monde qui, de toute façon, est un monde plus inconnu, parce que quand on franchit, quand on dépasse le monde de la mémoire, ben là, on accède à un niveau où, normalement, on n'a plus accès. On ne connaît pas ça. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire, oui, ben, j'ai regardé des livres d'histoire, puis au Moyen-Âge, ça se passait comme ça, puis à l'âge préhistorique, ça se passait comme ça. On est capable de se référer au passé. C'est pas de problème. Je peux me référer à mon passé. Ben oui, à l'âge de 8 ans, il s'est passé ça, à l'âge de 3 ans, il s'est passé ça. Mais quand on commence à rentrer dans le monde spirituel, on n'a plus cette référence. On peut toujours dire, il y a le bon Dieu avec une belle barbe, il y a Bouddha avec un gros bedon. On peut toujours s'amuser à identifier des images spirituels qui sont finalement des symboles. Mais ces symboles-là ne demeurent pas moins qu'ils ne sont que des symboles. Ce n'est pas l'expérience spirituelle. Donc, accéder à cette expérience spirituelle nécessite qu'on soit capable de dépasser psychiquement la représentation qu'on a de l'être humain pour accéder à quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, c'est une difficulté en soi, ce niveau spirituel-là, puis ça veut donc dire que le guide doit donc être d'une intelligence supérieure à la mienne. S'il n'a pas cette compétence-là, ben je le vire et j'en appelle un autre. Dans le sens que je ne vais pas m'attarder à rester avec quelqu'un qui n'a pas une sagesse supérieure à la mienne.
Je me rappelle d'un ami, moi, je vous raconte parce que c'est un ami, bon, il avait fait la formation avec moi, et lui, il voulait devenir un médium en transe profonde. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un médium en transe profonde, c'est quelqu'un qui a une entité en lui et qui anime, qui va animer le corps, puis qui va finalement donc se déplacer dans le corps de la personne. Alors lui, il voulait devenir ça parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui avait soigné son fils, qui faisait ça, et il avait donc resté dans cette fascination-là. Et lui, donc, s'était mis à prendre de l'ecstasy. À l'époque, l'ecstasy n'était pas une drogue pour des rêves, mais c'était une drogue qui était donnée par les psychiatres pour expérimenter des états spirituels. Donc, c'était un peu à cette époque-là. Et puis lui, il en prenait tous les jours. Il était devenu presque un drogué de l'ecstasy parce que justement, il voulait vraiment évoluer, il voulait vraiment atteindre cette réalité-là. Puis un moment, je l'ai rencontré. Et là, il m'a dit... Non, il ne m'a rien dit, en fait. J'ai rencontré, mais sa femme était avec lui. Puis là, elle me disait toujours « Ça s'en vient, ça s'en vient! » Puis je la regardais, puis c'est un peu bizarre. Pourquoi elle me dit « Ça s'en vient, ça s'en vient? » Je ne comprenais pas exactement ce qu'elle voulait me dire. Et à un moment donné, je le voyais, il y a des tics. Moi, je le connaissais, c'était un gars qui avait des tics, donc c'était pas trop surprenant. Puis à un moment donné, il y a eu un tic un peu plus fort, un peu plus gros, avec un peu plus de simagrée, tout ce qu'on veut. Et là, finalement, il avait les yeux un peu, les globes oculaires un peu différents, puis il s'est mis à parler avec un accent allemand. Donc, j'ai compris que c'était peut-être pas la même personne, en tout cas, c'était un peu... Là, je vous raconte ça, c'était drôle, parce qu'en même temps, bon, c'est des choses qui sont même cocasses, parce que moi, je ne m'attends pas à ça, là, je suis à la campagne, je le rencontre par hasard, je vais prendre un verre avec lui, puis là, il y a tout ce truc-là qui se passe. Puis il commence à me raconter un truc à baratin. Et là, il me dit que j'aurais besoin d'un soin, mais que moi, je ne pouvais pas. Mais mon ex-compagne pouvait à ce moment-là. Donc, on dit, OK, pas de problème. Le lendemain, on y va. Mon ex-compagne va à cet endroit-là. Et là, on assiste au truc. Et là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. C'est vraiment drôle parce que c'est un truc spirituel, mais là, il y a quelque chose de vraiment lourd là-dedans. Puis sa femme se met à chanter. Des trucs lyriques avec une musique très, très douce. Et puis lui, il est en train de faire ses simagrées. Puis, en tout cas, c'est très macabre comme truc. Ma compagne est couchée sur une table de massage, elle me regarde avec des grands yeux en me disant « Ne t'en va pas » parce qu'elle a vraiment une panique. Elle a vraiment peur de l'histoire. C'est une histoire un peu particulière. Et là, finalement, bon, lui, il fait une lecture intuitive. Tout ça pour vous dire qu'il a fait une lecture intuitive à ce moment-là. Et je le connaissais. Je savais très bien ce qu'il était capable de faire comme intervention intuitive. C'était très juste les 5 premières minutes. Je savais que c'était ça qu'il était capable de faire. 5 premières minutes. Et après ça, il a juste fait du baratin. Et pour moi, ça m'a interpellé. Puis je me suis dit, mais merde, tout cette extasie-là pour arriver à faire du truc en transe profonde, parce qu'en transe profonde, ça veut dire que lui se déplaçait. Il se déplaçait d'une façon très caricaturale. C'est comme ça. C'était vraiment drôle, ça faisait encore plus comique, c'était vraiment une histoire abracadabra. Puis il a fait un soin à ma compagne, mais ma compagne n'a rien ressenti suite à ce soin-là. Puis bon, il était dans un village, il s'est fait expulser du village. Vous comprenez pourquoi? C'est un village, quelqu'un qui se promène à tout moment, son entité prenait possession de lui à tout moment en plus. C'est ce qu'il me racontait. Donc ça veut dire qu'il était au marché à un moment donné, dans un village, puis l'entité s'est mise à rentrer dans son village, puis dans son corps, puis a commencé à dire, en marchant comme ça, que les légumes n'étaient pas frais, que c'était pas des vibrations qui étaient bonnes. En tout cas, vous comprendrez que ça n'a pas pris de temps pour qu'il se fasse expulser. Mais tout ça pour vous dire que quand on rentre dans le monde spirituel, justement, il ne faut pas se laisser égarer ou évader, justement, par l'impression, la présence. Comme lui, par exemple, c'est de la transe profonde. Waouh, transe profonde, il devrait être extraordinaire, ça devrait être merveilleux. Mais d'un point de vue intuitif, il n'avait pas d'habileté supérieure que quand il était lui-même. Alors pour moi, ça c'était un critère important parce que quand on développe notre habileté intuitive, si on travaille avec un guide ou une manifestation spirituelle, on doit être meilleur. On doit être capable d'aller chercher des informations supplémentaires que si on est simplement nous-mêmes. Ça, c'est pour moi, c'est une chose qui est une vérité, qui est observable, c'est-à-dire que ça nous permet d'objectiver justement notre développement intuitif. Parce que dans le développement intuitif, il y a énormément de croyances religieuses, spirituelles qu'on peut avoir qui peuvent nous égarer complètement. Le seul moyen de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est de ramener ça au concret et de voir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein, il y a des gens qui pourraient me dire, ben tu vois, il y a une soucoupe volante qui est juste ici, là. Elle est là. Puis elle attend quelque part de descendre pour transformer Verviers dans un centre planétaire pour l'universalité des mondes subtils. Hein, on pourrait toujours partir sur des trucs comme ça, c'est intéressant comme idée. Maintenant, qu'est-ce qui me permet, moi, de vérifier ça? C'est ça la problématique que moi je trouve qui est dangereuse, c'est que quand on tombe dans des croyances qui ne sont pas vérifiables, on tombe dans quelque chose qui n'a pas justement de support, et on vit dans un monde terrestre.
Le monde terrestre doit être vérifiable. Donc, dans le monde spirituel, pour moi, c'est toujours été important de toujours favoriser justement une réflexion, un questionnement pour tendre à être le plus dans la matière, le concret également. Donc ça, c'était pour la facette décodage intuitif. Je ne vous ai pas ennuyé, ça va, vous n'êtes pas perdu, c'est bon? Oui. Donc, le deuxième volet, c'est la déprogrammation. La déprogrammation me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose qui travaille sur toutes les sphères que j'ai dénommées. Et elle est intéressante parce qu'elle permet de concevoir qu'il est possible de transformer dans l'immédiat toute chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais aller voir mon genou puis percevoir qu'il y a des besoins qui sont là, X, Y, Z, de la tristesse, de la joie qui peuvent être représentées. Supposons qu'il y a de la tristesse qui est dans mon genou et que cette tristesse-là, moi, je pourrais constater que j'ai de la tristesse. Ce serait donc un décodage intuitif. J'ai de la tristesse pour telle raison. Donc, j'aurais une compréhension que mon genou a de la tristesse pour diverses raisons. Je pourrais le faire sur monsieur ou pour madame et aller chercher une information intuitive qui me permettrait de comprendre la raison d'être d'un problème qu'elle peut avoir ou qu'il peut avoir. Donc, j'aurais une compréhension. Ça serait une base. La déprogrammation, elle consiste justement à intervenir dans l'immédiat. Alors, dans la physique quantique, on met bien en évidence que dans ces univers subtils-là, il n'existe pas d'espace-temps. Ça veut dire que le présent, le passé, le futur ça n'a pas de réalité dans ces univers subtils-là dans lesquels on travaille dans la guérison. Donc, ça veut donc dire que moi, si je vais voir madame et je peux voir, je ne sais pas moi, une facette d'elle lorsqu'elle était enfant, qu'elle avait 4 ans, bien cet enfant de 4 ans-là qui se sentirait complètement abandonné, bien je pourrais faire le constat qu'il se sent complètement abandonné et avec la déprogrammation, je pourrais intervenir sur cet enfant-là pour lui donner tout ce qu'il me demande pour le transformer. C'est-à-dire que si l'enfant est triste puis il se dit « j'ai besoin de ne pas me sentir seul », bien je pourrais, par mon intention, lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il ne se sente pas seul. Et en faisant cela, je vais constater que l'enfant va se transformer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction. Il va reconnaître que parce que je lui ai donné quelque chose, il ne sera plus l'enfant qui se sent abandonné. Il va être autre chose. Et la déprogrammation consiste à refaire des étapes comme celle-là régulièrement jusqu'au moment où on arrive à libérer la mémoire. Libérer la mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne devienne plus figée, parce que la mémoire, le principe de la mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est que, bon, quand j'ai eu 8 ans, j'étais triste, puis je me suis senti abandonné, puis personne ne m'aimait. On a 20 ans, on dit ça, à 30 ans, on dit la même chose, à 50 ans, on dit la même chose, puis à 70 ans, on dit la même chose. Ça veut dire que la mémoire, l'expérience de l'âge de 8 ans, nous a marqué tellement qu'on n'a rien fait avec, on n'a rien changé, puis on est prisonnier d'avec, même si on a 70 ans aujourd'hui. Dans la déprogrammation, c'est qu'on porte une attention vers cette mémoire-là, puis on lui donne qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, on arrête de la nourrir dans sa souffrance et sa douleur, et on commence à lui donner l'occasion de se dégager de cette souffrance, cette douleur-là, pour nous montrer ce qui est derrière. C'est-à-dire que si à l'âge de 8 ans, il y a une souffrance qui est là, bien, si je lui donne à cet enfant de 8 ans ce qu'il a besoin pour qu'il ne souffre plus, il va se transformer à mes yeux. Il va devenir différent. Et s'il devient différent, il va finalement, tout doucement, s'actualiser avec moi aujourd'hui. Il va devenir une ressource pour moi. Il ne sera plus celui qui se sent « j'ai mal, je suis triste », mais il va devenir justement, au contraire, une puissance, une force qui va peut-être m'aider justement à mieux m'affirmer dans ma vie. Vous me comprenez? C'est un peu comme si ces mémoires-là sont figées. C'est un peu comme la personne qui se dit avoir le cancer. Bien, le cancer, OK, j'ai le cancer, OK. Oui, mais la déprogrammation, c'est OK, mais qu'est-ce qu'il a besoin de ton cancer? Hein, on arrête de dire tu as le cancer, mais qu'est-ce qu'il a besoin de ton cancer? Qu'est-ce qu'on peut lui donner à ton cancer pour qu'il justement il y ait un travail qui se fasse de guérison? Hein, ta dépression, qu'est-ce qu'on peut lui donner à ta dépression pour que justement il y ait un travail de guérison? On arrête d'être figé, parce que figé, ça veut dire quoi? C'est être figé dans l'espace-temps. Figé dans l'espace-temps, c'est comme ça, je ne bouge plus. Je suis à pause. Il se passe des années, je suis toujours comme ça. Parce qu'à quelque part, je suis figé. Je suis figé parce que je suis identifié à un état et cet état-là ne peut plus bouger. Parce qu'à quelque part, j'ai décidé que c'était comme ça. Je ne voulais plus que ça bouge parce qu'à quelque part, la vie va trop vite, parce que je suis fatigué, parce que, bon, toutes sortes de raisons. Et la déprogrammation, elle consiste justement à reconnaître cet état-là figé, puis à lui dire, oui, mais OK, je comprends, tu as de la souffrance, ça va trop vite, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est la question clé. On tend la main à l'état figé, puis on lui dit, mais regarde, peut-être que tu pourrais te retrouver dans une position où la vie pourrait se remanifester en toi. Peut-être que tu pourrais apprendre justement à être un petit peu moins figé, moins prisonnier donc de ta souffrance, et de commencer à constater que tu pourrais retrouver la mobilité, retrouver la vie en toi, à un point tel que la vie devienne tellement grande, tellement importante, que justement tu te sentes libre, que tu te sens épanoui. Alors, la déprogrammation, c'est ça que ça consiste finalement. C'est d'apprendre justement à constater que tous les états, quels qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient donc au niveau de la santé, qu'ils soient au niveau psychologique,
qu'il soit même à un niveau spirituel. On puisse donc intervenir dessus dans l'immédiat par notre pouvoir d'intention. Et ça a été démontré, d'ailleurs, qu'il y a des gens, par exemple, qui ont fait des expériences. Il n'y en a pas beaucoup d'expériences dans ce genre-là parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous comprendrez que ce n'est pas payant, là. Quelqu'un qui va aller faire une petite méditation sur une plante qui est à l'autre bout du monde, il va juste faire une petite prière dessus, puis il va constater que la plante elle va une meilleure croissance, par exemple. Ben, c'est intéressant d'un point de vue philosophique, c'est super intéressant, mais d'un point de vue application, les gens ne vont pas mettre de l'argent là-dessus parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ces trucs-là. C'est intéressant, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, il y a plus de recherches qui sont faites, mais il y a des recherches qui ont été faites qui ont démontré que par le pouvoir d'intention, on pouvait justement influencer des plantes, par exemple, même des plantes qui avaient des grandes, même si on était à grandes distances. Ça veut donc dire que si moi, j'ai une pensée positive envers moi-même, ou une pensée positive envers monsieur ou envers madame, je peux donc avoir une action de transformation sur ces personnes-là. Évidemment, ces transformations ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu comme ça, mais elles peuvent effectivement amener une transformation progressive dans la conscience de mon partenaire ou dans ma propre conscience. Et c'est ça un petit peu que la déprogrammation propose, c'est un peu de libérer donc la mémoire. Donc la mémoire dans le champ énergétique, elle est figée parce qu'on a vécu une expérience traumatisante à un moment donné dans notre vie. Et tant et longtemps qu'on la garde, cette mémoire émotionnelle figée, perturbée, bien, elle programme notre champ énergétique. Quand on commence à lui tendre la main et à lui proposer justement une transformation, bien, cette mémoire-là va tout doucement s'élargir. Et plus elle s'élargit, et plus on va découvrir effectivement que la mémoire va devenir de plus en plus équilibrée et épanouie. C'est ça un peu l'idée donc, qui est proposée dans la technique de déprogrammation. Donc c'est une technique fort intéressante. Alors quand on fait un soin en général, c'est comme ça que j'ai développé la technique de déprogrammation, c'est que je constatais, c'est un peu le principe à l'américaine de monsieur qui n'a pas de cheveux sur la tête. Je vise personne en disant ça. Et monsieur qui a des cheveux sur la tête après immédiatement. C'est l'avant et après. Vous voyez, vous avez déjà vu ça, ce concept-là, dans les Américains ont ce concept. Il y a donc une transformation rapide. Puis, quand on fait un soin énergétique, un des grands pièges que je retrouve dans la guérison, puis je ne sais pas ici en Belgique, mais au Québec, ça arrive régulièrement, on assiste toujours à des scandales. Il y a une personne qui avait une certaine maladie, un cancer, je ne sais quoi. Elle était voir un guérisseur. Le guérisseur lui a dit qu'elle était guérie après un soin. La femme l'a cru, le monsieur a cru, et il a décidé d'arrêter de se faire soigner. Il a décidé d'aller pas aller voir son médecin. Puis finalement, elle est morte ou elle est morte. Alors, c'est l'histoire triste, puis en même temps, ça amène un questionnement. Comment ça se fait que le guérisseur lui a dit qu'elle était guérie, puis elle ne l'était pas finalement? Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille avec l'énergie, on travaille dans un espace où on n'est pas dans l'espace-temps. L'espace-temps, c'est quoi? C'est l'espace qui est fait de chair et d'os. Mon corps est fait de chair et d'os. Ça, c'est l'espace-temps. Les médecins sont à l'aise dans cette dimension-là, parce qu'ils la connaissent plus ou moins. Ils ne la connaissent pas si bien que ça, mais ils la connaissent en partie. Mais quand on tombe dans le monde des guérisons, des guérisseurs, le monde des guérisseurs sont beaucoup moins à l'aise dans ce monde concret-là, parce qu'ils travaillent avec un monde subtil. Et ce monde subtil-là, on peut transformer des choses dans le monde subtil comme ça, très rapidement, très facilement. Et quand on fait un soin énergétique sur une personne qui atteint d'une maladie, on peut arriver, après un soin, d'avoir l'impression que le soin a favorisé une transformation chez notre partenaire. Parce que justement, dans cet univers subtil-là, les transformations se font beaucoup plus rapidement. Le danger, évidemment, c'est de comprendre que cette transformation-là, pour qu'elle puisse avoir une assise dans le monde terrestre, il faut que notre partenaire soit capable de l'intégrer dans sa vie. Ça demande souvent une démarche d'intégration qui va être plus proche d'une forme de thérapie à la limite, où la personne va être capable d'accepter de lâcher prise face à sa maladie, par exemple. Parce que ça aussi, il faut comprendre, la maladie est souvent associée à des avantages. Je suis malade, j'ai certains avantages. Depuis que je suis malade, mon mari s'occupe beaucoup plus de moi. Il m'aime beaucoup plus, par exemple. Ou l'inverse, depuis que je suis malade, ma femme s'occupe beaucoup plus de moi. Elle m'aime beaucoup plus, elle est beaucoup plus gentille avec moi. Donc, ces genres d'avantages-là vont faire que, inconsciemment, la maladie va devenir un élément de confort. Même si une maladie n'est pas confortable, dans un sens, elle peut le devenir dans l'autre, dans le sens qu'on va reconnaître qu'il y a des avantages associés à cela. Alors, la transformation, elle est pas toujours facile à vivre, c'est-à-dire la guérison, c'est pas toujours facile à vivre. Donc, quelquefois, un guérisseur peut effectivement
c'est se croire que le potentiel de guérison chez une personne peut se manifester comme ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça peut être beaucoup plus long qu'un processus de guérison puisse prendre forme. Donc, il faut toujours faire très attention à ce genre d'affirmation-là, de dire à quelqu'un, vous êtes guéri, madame. Parce qu'on n'est pas, moi, je considère qu'on n'est pas médecin, je ne suis pas médecin, et dans ce travail énergétique-là, plus subtil, on doit toujours être très attentif au fait que la seule personne qui peut arriver à témoigner d'une guérison, c'est actuellement le médecin. Ici, on ne peut pas y déroger. Et c'est dans cet univers subtil-là, évidemment, on peut favoriser la guérison. C'est ça l'objectif qu'on peut se donner. Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, ça, c'est la déprogrammation. Le troisième volet dont je voulais vous parler, guérison de l'être, c'est que quand j'étais avec les guérisseurs, avec Ron Young, il m'enseignait des techniques énergétiques. Les techniques énergétiques, la première technique énergétique que j'ai faite, moi, je me rappelle très bien, c'était une personne il m'avait dit de choisir une personne avec qui on n'avait pas d'atome crochu. Donc, j'avais choisi une personne avec qui je n'avais pas d'atome crochu. Puis une personne qui s'est avérée qui avait énormément d'expérience dans la réception de soins. Alors moi, quand j'ai commencé le soin, c'est la première fois que je donnais un soin de ma vie. Et cette personne-là, c'était sans doute un soin parmi plusieurs soins qu'elle avait déjà reçus. Mais je ne le savais pas. Et quand j'ai commencé le soin, ben là, je trouvais qu'elle gigotait pas mal, puis elle respirait fort, puis elle se mettait à pleurer. Je me disais, mon Dieu, tout le monde était « Ah! » Tu sais, tout le reste de la salle, c'était comme en grande relaxation. « Ah! » Tu sais, dans l'état où tout le monde est tout zen, tout le monde est tellement confortable, tout le monde bien. Puis cette personne-là est en train de gigoter, à pleurer, à respirer fort. Donc moi, j'avais l'impression que j'avais quelque chose que je ne faisais pas correct dans mon histoire. En tout cas, ça m'a un peu inquiété. Mais finalement, j'ai su par la suite qu'elle avait simplement compris, elle comprenait qu'elle avait un processus de guérison qui était en cours et elle cherchait à l'actualiser à travers justement diverses techniques parce qu'elle était très, très à l'aise. Mais ceci dit, c'est que moi, cette expérience-là m'a quand même marqué parce que ça m'a amené aussi à me dire, mais mon Dieu, quand on fait un soin, comment ça se fait qu'on est aveugle? Aveugle dans le sens, on fait un soin, puis on ne sait pas ce qui se passe. On fait des actions, on nous dit de faire telle technique, telle manipulation, tel truc, on le fait comme des robots, parce qu'à quelque part, on lui dit de le faire, puis on peut avoir une certaine sensibilité au ressenti, etc., mais on ne sait pas ce qui se passe. Et moi, c'est ça qui m'a amené vraiment dans la pratique de l'écoute majeure à vouloir comme développer vraiment une intégration de le décodage intuitif, la déprogrammation et le soin, pour que tout soit en même temps, tout soit fait dans un seul soin, que quand on fait une intervention sur une personne, on soit capable de comprendre ce qui se passe par le décodage intuitif, qu'on puisse déprogrammer les mémoires par la déprogrammation et qu'on puisse équilibrer l'énergie par les techniques de soins énergétiques et que tout ça, quelque part, me permette donc finalement d'intégrer les trois réalités en une seule. C'est-à-dire que le soin, j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand j'envoie de l'énergie vers une personne, mais que je vois dans son énergie comment son corps réagit, s'il y a des résistances, s'il y a des réactions, si je peux les programmer, etc., qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc, ça m'a amené finalement à vraiment mettre en phase que tout être humain qui reçoit de l'énergie, ben, on va me dire, oui, mais c'est l'énergie universelle. L'énergie universelle, elle va faire l'énergie du bon Dieu. Donc, l'énergie du bon Dieu, ben, elle va faire un miracle. Hein? On essaie de faire confiance. Elle va pénétrer le corps humain de la personne, puis elle va faire son travail, puis elle va faire qu'est-ce qui doit être fait. Mais moi, ça ne me convient pas, ça. Je trouve que c'est un peu facile de dire, ben oui, fais-y confiance, c'est le bon Dieu. Donc, le bon Dieu va faire le travail. Mais celui qui donne le soin n'est pas le bon Dieu. C'est un soignant, c'est un individu qui cherche à se canaliser, à se connecter avec le bon Dieu. Et s'il cherche à se connecter avec le bon Dieu, ben il est donc plus ou moins apte à le faire. Et s'il est moins apte à le faire, la personne qui est devant moi, elle veut se connecter avec le bon Dieu, mais elle aussi est plus ou moins apte à le faire, elle est plus ou moins capable de le recevoir, le bon Dieu, avoir des résistances, des réactions, des peurs, etc. Donc, c'est ça qui m'a amené donc, à vraiment mettre l'emphase sur comment mon partenaire reçoit le transfert d'énergie, parce que quelque part, c'est ça qui va me permettre, moi, de m'adapter à lui et de lui donner ce qu'il a de besoin pour favoriser un soin qui va être beaucoup plus profond et beaucoup plus en harmonie avec ce qu'il est. Donc, ça m'a amené vraiment à vouloir créer un soin qui était donc plus adapté à la réalité de mon partenaire. Et c'est comme ça que les trois aspects, je les ai comme intégrés en un seul morceau pour arriver à parvenir à faire une technique plus complète à ce moment-là. Donc, ça, c'était donc la notion de soin énergétique. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Ça va? Bon. Vous n'êtes pas trop endormi, ça va? Non, je me suis réveillé. Là, je me suis dit, mais... Donc, le quatrième aspect dont je voulais vous parler, c'est l'aspect pratique.
Parce qu'évidemment, il y a donc un aspect pratique à ça. C'est-à-dire que là, je vous ai présenté le décollage intuitif, la déprogrammation, les soins, qui sont trois éléments qui vont se compléter ensemble et qui vont amener donc à favoriser ce que j'appelais la négantropie, c'est-à-dire d'amener moi-même ou mon partenaire à avoir une circulation la plus fluide possible. C'est ça un peu l'objectif de tout ça. Quand on commence à tomber dans l'aspect pratique, bien évidemment, ça veut donc dire que on peut donc tout le monde développer cette habileté-là. Tout le monde est capable donc de développer cette habileté-là et c'est un jeu imaginaire. C'est ça qu'il faut comprendre au début. On ne doit pas se casser la tête à essayer de comprendre si je dois être initié, ou si je dois aller voir un maître spirituel, ou si je dois devenir végétarien, ou si je dois commencer à prendre l'ecstasy. On n'est pas rendu là, à mon sens à moi. On est plus dans l'expérience du plaisir de jouer et de jouir du jeu qui est relié à ça. Alors évidemment, ça veut donc dire que humblement, on va s'amuser à rentrer dans ce monde imaginaire-là pour commencer à découvrir comment ça fonctionne. La première technique de base qui est proposée, que sans doute plusieurs d'entre vous connaissez, c'est la pratique de l'enracinement. C'est une pratique toute simple et qui va se faire en conscience, c'est-à-dire qu'on va chercher à reconnaître que l'énergie tellurique de la Terre possède un champ électromagnétique. C'est reconnu, c'est scientifiquement prouvé. Il y a un monsieur Schumann qui a démontré que la Terre produisait ce champ-là. Et à mon sens à moi, l'imaginaire me permet de me syntoniser avec ce champ électromagnétique-là. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme une antenne qui est capable de se syntoniser avec des champs électromagnétiques. Et le champ électromagnétique que je suis capable de syntoniser en premier lieu, c'est celui de la Terre, parce qu'à quelque part, il est sous mes pieds, d'une part, parce que je suis constamment en contact avec lui, et parce que justement, ça me permet de m'enraciner, de me connecter davantage à cette réalité-là. Comment je vais faire ça? C'est que je vais prendre le temps d'imaginer, encore une fois, des racines sur la plante des pieds, je vais les puiser dans la terre, je vais remonter cette énergie-là de la terre, et ensuite je vais chercher à la faire circuler dans mon corps, mais en étant attentif à comment mon corps reçoit l'énergie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens vont faire des techniques comme ça, d'une façon un peu comme genre, OK, je m'enracine, je reçois l'énergie de la terre dans mon pied, dans mes chevilles, dans mes genoux, dans mes mollets, et l'énergie circule en moi, et je suis maintenant enraciné. Ça c'est un peu comme une recette. La recette, elle n'est pas vivante pour moi. La recette n'est pas vivante parce qu'on ne prend pas le temps d'être attentif à comment l'énergie va circuler dans mon pied, dans mes chevilles, dans mes mollets. Ça, c'est pour moi, ça c'est là qu'on rentre dans l'écoute imaginaire, c'est-à-dire qu'on devient conscient que l'énergie va circuler dans mon pied d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, je pourrais dire avec ma volonté, je veux que l'énergie circule dans mes pieds, puis je me concentrerais, je ferais plein d'efforts, puis je pourrais constater que l'énergie, elle reste bloquée dans mon talon et je ne suis pas capable de la répartir dans mon pied complètement. Pourquoi? Bien, parce que c'est là qu'on commence à rentrer dans la magie de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a beau mettre de la volonté pour imaginer que tout fonctionne bien, le corps, lui, nous dit non, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce que c'est que le langage imaginaire. Le langage imaginaire nous informe par des perceptions visuelles, auditives ou sensitives d'un état énergétique qui est en soi. Et cet état énergétique-là, quand on commence à devenir conscient, c'est là qu'on peut arriver donc à le rééduquer, à le transformer, c'est-à-dire qu'on peut favoriser une plus grande circulation, une meilleure circulation dans notre corps, qui va faire que l'enracinement va pouvoir se faire beaucoup plus efficacement, parce que là, on va vraiment le faire en état de conscience. C'est-à-dire qu'un enracinement, on ne va jamais en faire un pareil. Pourquoi? Bien, parce qu'on est vivant. Alors moi, si aujourd'hui j'en fais un, puis que demain j'en fais un autre, ils vont peut-être être similaires, mais ils vont être différents. Parce qu'il n'y a pas une seule fois que l'expérience sera la même. Pourquoi? Parce que je me transforme à chaque jour, à chaque instant, et que ma relation avec l'énergie de la Terre se transforme à chaque jour et à chaque instant. Ça veut donc dire qu'il n'y a jamais un acquis. Je ne peux jamais me dire « Oh, moi, je n'ai plus besoin de m'enraciner. » C'est un acquis pour moi. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on doit toujours travailler, retravailler et retravailler pour permettre justement à cette énergie de la Terre de pouvoir justement se manifester le plus aisément possible en soi. Et plus on le fait, mais plus évidemment, on va accumuler en fin de compte une genre de batterie énergétique dans notre corps. C'est-à-dire qu'on va sentir effectivement que l'énergie devient de plus en plus forte en soi, on va se sentir plus vitalisé, plus vivant aussi, plus capable de faire face à la vie, on va être plus connecté aussi à nous-mêmes, on va être plus connecté avec nos besoins, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. C'est ça que l'enracinement avec la Terre va entraîner souvent. Alors quand on est arrivé, donc le principe de la pratique chamanique, c'est de développer l'énergie de la Terre des pieds jusqu'au cœur. Pourquoi jusqu'au cœur? C'est que les 4 premiers chakras sont étroitement reliés à l'adulte. En tant qu'être humain, on est tous dans une expérience adulte qui est la base, avant même d'entrevoir l'ouverture vers le spirituel. C'est-à-dire que moi, j'ai des besoins instinctifs, des besoins de pulsion, des besoins de sécurité qui sont reliés au chakra racine. J'ai des besoins d'identité, j'ai un besoin de m'identifier par rapport à moi et les autres.
c'est donc mon chakra sacré. Mon plexus solaire, c'est tout mon processus d'affirmation qui est relié donc à la nature guerrière qu'on a tous. Comment je peux donc développer un pouvoir sur ma vie et sur les autres. Et mon cœur qui va me mettre en liaison donc avec la reconnaissance de moi-même. Comment je peux accueillir qui je suis. Alors, accueillir qui je suis, ça veut dire quoi? Pas accueillir ce que j'aimerais être, c'est accueillir qui je suis, malheureusement. Je dis malheureusement en mettant en évidence justement qu'on est tous un peu confrontés à observer qui on est. Et observer qui on est, on dit, mais j'aimerais ça ne pas être insécure tant que ça. Mais je suis comme ça. Bien, si tu es comme ça, accueille-le, ça serait la base. C'est ça, et s'aimer. S'aimer, c'est s'aimer tel que l'on est. Et c'est là qu'on peut arriver justement à renouer contact avec une solidité au niveau de notre enracinement. Qu'on est capable de pouvoir arriver à cette capacité de s'accueillir, de s'aimer tel que l'on est. Quand on a fait ça, c'est là qu'on va pouvoir s'ouvrir à l'énergie du ciel, et on va simplement faire venir donc l'énergie du ciel de la même façon jusqu'au chakra du cœur, et les deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre dans notre cœur. C'est là qu'on va reconnaître la référence intuitive, d'une part. Mon référence intuitive, c'est le soleil rayonnant lumineux qui se trouve dans mon cœur, mais c'est aussi ma capacité à soigner avec l'énergie des mains, tout simplement. De mon cœur, je vais pouvoir distribuer l'énergie vers mes mains, et de mes mains, je vais pouvoir la distribuer vers moi ou vers un partenaire pour faire un soin. Ça veut donc dire quoi? Que quand on fait un soin énergétique, c'est pas compliqué. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'il faudrait qu'ils passent par plein d'étapes pour arriver à être capable de faire un soin énergétique. On est tous capables de faire un soin énergétique très facilement, très aisément. C'est naturel, c'est comme un jeu d'enfant. Les enfants le font naturellement, je dirais, jusqu'à certains points. Nous, en tant qu'adultes, on a tendance, évidemment, à complexifier les choses et à se donner l'impression que ce n'est pas accessible. Il faut passer par des longs chemins, des longs processus pour y accéder, ou passer par des initiations complexes, etc. Alors que finalement, on peut y accéder tout simplement en reconnaissant simplement l'idée qu'on est un canal et que l'énergie peut circuler vers nos mains et ensuite la diriger vers nous-mêmes, vers un partenaire. Donc, à partir du moment où on a fait cette étape-là, on va chercher donc à jouer avec l'imaginaire. Jouer avec l'imaginaire, c'est jouir aussi avec l'imaginaire, dans le sens de s'amuser avec lui. C'est pas de simplement de trouver ça plate, ennuyant. Au contraire, on va chercher à s'amuser. S'amuser, c'est interagir. Je suis avec monsieur ici, par exemple, jouer avec l'imaginaire, ça veut donc dire quelque part interagir avec lui. Si je me rencontre physiquement, monsieur, je vais le saluer, je dis bonjour, comment ça va? Il va peut-être me saluer, il va peut-être me dire bonjour, il va peut-être ne pas me dire bonjour. Il y a diverses réactions qui vont s'opérer chez lui, qui vont m'informer, me donner de l'information. Quand je joue dans mon monde imaginaire, c'est exactement la même chose. Si je vais avoir mon genou, mais peut-être que mon genou, je vais lui dire salut, comment ça va, puis il va peut-être me répondre, je ne veux rien savoir de toi. Je vais être surpris, je dis, je suis gentil avec toi, pourquoi tu me réponds une chose pareille? Mais c'est justement, s'il me répond une chose pareille, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à me dire ou à me communiquer. Tout comme monsieur, si je lui dis bonjour, comment ça va, puis il ne me répond pas, il y a peut-être aussi quelque chose à me transmettre également. Même chose pour madame, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la vie humaine, dans les relations humaines, on est confronté à constater qu'on a en tête un comportement naturel qu'on souhaiterait que les gens aient, mais quand on se confronte au comportement à ces gens-là, on se rend compte que ces gens-là n'ont pas un comportement nécessairement comme on l'avait imaginé. Ils sont peut-être bêtes, ils sont peut-être pas sympathiques, ils sont peut-être pas gentils. Et ça fait partie de la vie aussi, ça. Alors, dans le processus intuitif, il y a exactement le même phénomène qui va se présenter à nous. L'idée technique, justement, l'idée de mettre la lumière sur un partenaire, ça va être quoi? Mais ça va être un peu de mettre la lumière sur mon genou, la même chose. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la lumière va mettre en lumière quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va apparaître. Ça peut être des images, des sensations et des mots qui vont me surprendre. Je pourrais mettre de la lumière sur monsieur, puis constater que monsieur, il me fait dos à moi. Pourtant, il n'est pas dos à moi dans la réalité. Mais dans la perception imaginaire, je pourrais le voir ayant le dos à moi. Alors évidemment, ça voudrait dire que je décris la situation, et ensuite je vais m'adresser à la perception pour lui demander pourquoi c'est comme ça. Alors c'est ça finalement qui va être commencer le jeu de l'écoute imaginaire. C'est qu'on va découvrir justement qu'il y a donc un langage qui va commencer à prendre forme. Ce langage-là va me permettre de comprendre mon partenaire ou de comprendre moi-même. Et ensuite, il va y avoir les techniques de déprogrammation qu'on va pouvoir faire aussi, où on va pouvoir donc interagir avec mon genou ou avec un partenaire pour lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une transformation qui soit faite. Et ensuite, la notion de soin qui va pouvoir se compléter par la suite, qui va pouvoir se combiner à ça, tout avec l'idée qu'on peut questionner toutes les modifications qui vont se manifester à moi dans ma perception. Et évidemment, je peux déprogrammer toutes les perceptions que je vais observer aussi. Et je vais ensuite revenir aux soins comme dans une troisième étape. Donc, c'est un peu comme si on faisait une danse. La danse, évidemment, chaque partenaire est différent. Donc, il y a des gens avec qui la danse va se faire plus fluidement, plus aisément, plus naturel. Il y en a d'autres avec qui on va devoir danser, mais plus... ça a des petits pas.
ça ne bouge pas fort au début, puis finalement, peut-être qu'avec le temps, ça va bouger un peu plus. Puis à un moment donné, peut-être que ça va devenir comme une valse, mais ça va prendre un certain temps. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir justement que dans ce monde imaginaire-là, sans parler, sans communiquer avec notre partenaire surtout, on découvre à quelque part ce qu'il est, parce que justement, la perception qu'on a de lui va nous informer d'un tas de choses, qui va nous amener justement aussi à amener une transformation progressive, qui va faire que notre partenaire, à la fin du soin, sans qu'on lui ait dit quoi que ce soit, va pouvoir aussi nous exprimer qu'est-ce que lui a vécu. Parce que lui aussi, dans le silence, il aura vécu des choses, parce que même si on n'a pas parlé, même si on n'a rien montré qu'on faisait, il va avoir vécu des choses, il va avoir ressenti des choses, il va avoir expérimenté des choses qui vont l'avoir amené justement à sentir une détente puis un mieux-être aussi chez lui. C'est ça la beauté de la vie finalement. C'est qu'on commence à prendre conscience que les mains, quand on parle à guérisseur, on pense à main. Maintenant, on sait aussi que la prière peut soigner aussi. C'est-à-dire, je peux prier, je n'ai pas les mains, la prière, mais on n'intervient pas avec nos mains, on intervient avec la pensée. Je peux prier pour quelqu'un, je peux faire des prières pour moi, Alors, on a reconnu, aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus le pouvoir de l'intention. L'intention, c'est ça. L'hypnothérapie, par exemple, c'est le pouvoir de la parole. On ne soigne pas avec nos mains dans l'hypnose. Alors, dans la pratique de l'écoute majeure, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la parole qui soigne et qui guérit. C'est-à-dire que par la parole, je témoigne à mon partenaire de ce que je perçois, de ce que je lui donne, de ce que je fais et des transformations qui s'opèrent en lui. Donc, je l'amène par la parole à devenir de plus en plus conscient du processus de guérison qui est en train de s'opérer en lui. Par les mains, inévitablement, je lui donne une certaine somme d'informations énergétiques qui vont amener son corps à se transformer. Et par la déprogrammation, je vais interagir avec les manifestations qui sont chez lui perturbées pour l'amener donc à se transformer également. Donc tout ça, c'est ça qui va finalement être la beauté du soin. C'est un soin qui touche vraiment, pour moi, la relation psyché-corps. Quand j'étais en formation en thérapie psychocorporelle, on disait bien que les problèmes des gens n'étaient pas dans leur tête. En psychocorporel, ils ont tendance à dire que le problème des gens, c'est dans leur corps. Puis moi, je trouve que c'est les deux. Tu sais, comme je pense à des courants de médecine douce, par exemple, il y a des gens qui vont dire, comme les magnétiseurs en France, je dis en France parce que j'ai rencontré beaucoup de magnétiseurs en France qui sont typés un peu, là. C'est monsieur un peu bedonnant, un peu costaud, puis qui dit, ben moi, là, les gens qui viennent me voir, ils se couchent à la table, je leur magnétise, puis ils s'en vont, puis ils sont guéris. Il n'y a pas parlé de psychologie, il n'y a pas rien de ça, n'importe quoi, je les soigne, j'ai guéri. C'est comme ça qu'ils vont parler, les vrais magnétiseurs, les vrais de vrais, là, les vrais. Et il y a de l'autre côté, les gens comme par exemple font la biologie totale, vous connaissez un peu la biologie totale, qui eux vont vous dire, c'est pas les mains, tout est là. Donc il faut juste comprendre la cause, et là c'est juste dans la tête que ça se passe. Alors, vous comprendrez que, à mon sens, à moi, c'est les deux. Les deux, c'est que la tête est importante, c'est sûr. Il y a quelque chose, des fois, des gens vont devoir même passer par la tête uniquement, même, des fois, pour arriver à guérir. Mais il y a des gens qui vont devoir passer beaucoup plus par le corps aussi pour arriver à se soigner, dépendant, encore une fois, des dynamiques de chacun. Donc, ça veut donc dire que, justement, quand on reconnaît ces deux réalités-là, on se donne les meilleures chances, parce qu'on donne au corps ce qu'il a besoin, on donne à la tête ce qu'elle a besoin aussi, on se donne les meilleures chances, on a plus de capacité d'aider notre partenaire en se donnant tous les moyens qu'il faut pour pouvoir le soigner. Donc, ça m'amène peut-être à une démonstration. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient le goût que je fasse une démonstration sur eux de la méthode. Vous voulez vous présenter? Il y a toujours une petite vite, hein? Vous êtes la petite vite qui a intervenu rapidement. Donc, je revenais à ce que je vous ai enseigné tout à l'heure, vous présenter, puis ensuite je vais le faire sur vous pour montrer un peu comment ça se passe. Ça va? Donc, il y a l'enracinement, qui est donc la première étape. La deuxième étape, c'est le soleil rayonnant lumineux, qui lui va ensuite se diriger. Si c'était sur moi, parce qu'on peut le faire sur soi, évidemment, ça serait donc de diriger ma lumière sur moi. Alors, la première étape de la pratique de l'écoute majeure, c'est de pratiquer sur soi. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord et avant tout comprendre comment ça fonctionne sur soi. On veut également aussi chercher à dénouer les tensions qui sont en nous. Pourquoi? Parce qu'on va être un canal le plus fluide, le plus circulant possible. Et ensuite, bien évidemment, quand on le fait sur quelqu'un, normalement, on devrait être une antenne qui vibre de partout. Logiquement. Hein? Je ne dis pas que je suis une antenne qui vibre de partout. Mais logiquement, c'est vers quoi on tend. Et si je suis capable de vibrer de partout, ça veut donc dire que quand je rencontre une personne, je suis capable de me rendre réceptif à mon partenaire de la façon la plus complète et globale possible. C'est ça un peu l'objectif que je vais chercher à faire. Donc, ça, c'est ça. Alors, l'étape qui va suivre ensuite, c'est donc que je vais mettre de la lumière vers vous
Et cette lumière-là va donc se diriger là où est-ce qu'elle doit se diriger, puis je vais vous dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. D'accord? Alors, ce qui va arriver, c'est que la lumière va diriger sur le corps, et là, je vais avoir des perceptions imaginaires. Et ces perceptions imaginaires-là, je pourrais décrire, questionner ou pour arriver à comprendre leur raison d'être. Vous voyez, la lumière se dirige vers le ventre. Et la chose qui ressort de ça, c'est une image que je vois de vous. C'est un peu comme quand on dit, tu sais, quand on dit tu m'as menti. C'est une forme de trahison, on va dire ça comme ça. Alors, la trahison, quelque part, elle nous amène à fermer une porte en disant, ben non, voilà, il n'y a plus de discussion, tu m'as menti, donc j'avais gardé une position où je vais reconnaître que tu m'as menti, et pour moi, la porte est fermée. Tu vois, c'est un peu ça que je sens dans un premier temps. Je ne sais pas comment vous recevez cette idée-là. Oui, je peux. Vous êtes un peu dans cette phase-là. Des histoires, je vais dire des choses peut-être assez un peu bizarres, mais d'après les soins que j'ai déjà reçus, à la fois dans ma vie intra-utérine, et puis il y a 2 ans, dans une relation, j'ai eu 2 fois des trahisons importantes. Je me suis vraiment sentie anéantie par cette trahison. OK. Là, on va aller un petit peu plus loin. Là, on a vu que ça fait un peu le constat. Ça, c'est le constat, c'est qu'il y a une trahison. C'est ennuyant, mais c'est ça, c'est ce qui est là. Alors là, l'idée de la déprogrammation, justement, c'est de donner au corps ce qu'il a besoin pour justement transformer le constat, pour essayer de voir comment ça pourrait évoluer maintenant le changement. Ça va? Donc, ce que je vais faire, c'est que je m'adresse donc à la perception imaginaire de la même façon, et là, je vais voir qu'est-ce qu'elle va me dire, puis je vais lui transmettre. Qu'est-ce qu'elle a besoin, puis je vais lui donner, puis voilà. Vous voyez, la première chose, avant même d'arriver à la déprogrammation, la première chose que je fais, bon, je suis fâché, je ferme la porte. Mais là, quand on commence à lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin, là, ce qu'on voit, c'est comme si elle nous réouvrait la porte, et là, s'accrochait. C'est comme une forme de dépendance. Un peu comme si elle avait une espèce de... Tu sais, comme la personne gentille. La personne gentille, qu'est-ce qu'elle dit? La personne gentille, elle dit non, mais on sait qu'elle va dire oui à un moment donné ou non. Donc, c'est un peu ça la situation que je vois. Vous voyez? Donc, on n'est pas pris au sérieux. Il y a quelqu'un qui nous dit non, mais on sait qu'elle va dire oui. On va attendre que ça passe, puis à un moment donné, elle va dire oui. Donc, ça va. Donc, les gens qui sont un petit peu plus fins finaux, ils attendent la tempête, elle passe la tempête, puis après ça, ils font comme si rien n'était, puis ça va comme si tout était comme avant. Vous comprenez? Oui. Ouais. Donc là, on va essayer un petit peu voir maintenant. Vous voyez, quand on fait la déformation, la première chose qu'on sent, c'est le courage qui est demandé. Puis ce que ça fait, c'est que le courage entraîne un comportement un peu étrange dans la perception. Hein. C'est l'idée à quelque part de quelqu'un qui voudrait prendre un couteau et s'ouvrir les veines. Vous voyez, c'est un peu comme une force contre soi, encore une fois. C'est comme à quelque part, il y a quelque chose en vous qui ne s'est pas encore donné l'autorisation d'exister pour elle-même. Exister contre elle-même, oui, peut-être, mais pas pour elle-même. Pour elle-même, ça veut dire quelque part de reconnaître qu'elle a le droit d'exister et de ne pas passer justement par cette forme d'auto-mutilation ou autre chose comme ça. Je ne sais pas si Sabotage. Ouais, voilà. Vous monsieur aussi par rapport à ça. Oui. Puis vous voyez, quand on travaille justement sur la déprogrammation, là on voit le couteau qui tombe, etc., il y a une scène, et là vous devenez c'est comme si l'image partait du ventre pour remonter vers la région du cœur. Et lorsqu'elle remonte vers la région du cœur, il y a comme une force qui est là. Une force d'une femme, un peu, c'est une femme, comme on dit. Les petits poupées russes, les poupées gigognes, vous savez, les poupées gigognes, ils ont un look spécial, ces femmes-là, avec leur robe. Ça fait un peu penser à ça, la scène que moi je vois dans la région du cœur. C'est une femme qui est un peu immobile, qui ne parle pas, elle est comme un peu comme ça. Là. Et ça crée ce mouvement-là. Puis ça m'a une évidence, par contre, qu'il y a comme quelque chose de calme. Tu sais, quelque chose qui est impassible. On ne peut pas la faire réagir, cette énergie-là. Donc, il y a quelque chose d'impassible. Et qui est relié à la foi. Comme cette femme-là, justement, elle savait ce que c'était que la foi. Elle connaissait la foi. Et que la foi, elle la connaissait tellement bien qu'elle savait exactement se faire confiance.
Et se faire confiance, ça veut donc dire avoir le jugement pour se faire confiance dans les actions qu'elle va faire dans sa vie. Comme s'il y avait quelque chose en vous qui avait une forme de... Moi, je reviens avec l'aspect implacable, quelque chose d'implacable chez vous. Et cet aspect implacable-là, il repose justement sur une femme qui a la foi, qui a la confiance. Et pour que cette confiance-là puisse prendre forme, il vous faut justement reconnaître, tu sais, quand on parle de trahison. La trahison, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions, des gestes, et des choses qui ont été faites, qui ont été injustes envers nous. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous avez besoin, vous, de vous réactualiser dans votre vie. Parce que cette femme-là, quelque part, elle repose sur des faits. Elle repose sur une réalité, elle repose sur quelque chose qui la ramène à dire « il s'est passé ça ». Et parce qu'il s'est passé ça, ben moi je vais être impassible, je vais réagir de telle façon, telle façon, telle façon. Mais c'est un peu comme si cette femme-là avait quelque chose chez elle, une forme de maturité aussi. Une femme qui est très mature, puis qui est capable de comprendre à quelque part ce qui se passe, puis qui est capable aussi de comprendre justement qu'elle ne se fera plus avoir comme elle le fait auparavant. Comme si elle avait accepté jusqu'à maintenant de se faire avoir, entre guillemets, parce que justement, elle avait un manque de foi, un manque de sérieux envers elle-même. Et là, c'est comme si on sentait qu'il y a une transformation qui allait se faire pour ramener justement un sérieux plus important envers vous-même, pour ne plus justement sombrer de cette même façon-là. Je ne sais pas comment vous savez ce que je viens de vous dire. Oui, je crois que je comprends qu'il y a des cheminements et des étapes que je dois veiller à suivre, à voir suivre de la part des autres, pour pouvoir faire confiance. C'est pas comme ça, au moindre mirage, je ne dois pas commencer à donner toute ma foi à quelqu'un. Oui, mais j'ai même plus que ça, c'est que cette femme-là, ce qu'elle manifeste clairement, c'est que moi j'ai pris une décision, c'est ça, et voilà. Il n'y a pas d'autre chemin que celle-là. C'est-à-dire que la décision par rapport à la notion de trahison, c'est peut-être de dire, ben moi je vais me protéger, je n'ai plus envie de faire confiance, il y a certaines choses comme ça qui doivent être exprimées. Et si je n'ai plus envie de faire confiance, ça veut donc dire quelque part que si un jour je dois avoir confiance, c'est que tu vas avoir fait la preuve que j'ai raison de te faire confiance. Donc moi, avant que je te fasse confiance, il va falloir que tu fasses énormément de choses pour me démontrer que j'ai raison, que je pourrais envisager de te faire confiance. Tant que ça. Oui, tant que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne savais pas que l'autre devrait en faire autant, ça je vous le dis. Qui donc? Je ne savais pas que la personne qui viendrait en face de moi devrait faire autant de preuves que ça. Je me rends bien compte que maintenant, je dois prendre du temps, de voir une relation cheminer et se créer. Et pas me laisser bercer par juste une illusion. Mm-hmm. Je ne savais pas que le chemin serait aussi long. Ah, je ne dis pas que le chemin était long par contre. Ce que j'ai dit quelque part, c'est qu'il y a une force en vous qui est maintenant, et qui est, je vais dire ça comme ceci, qui est plus déterminée à ne pas laisser votre ego se faire avoir. Je dis ça comme ça, se faire avoir, ça veut dire se faire prendre possession par l'autre. Comme s'il y avait quelque chose en vous qui était très... Il y a une forme de naïveté qui acceptait de se faire prendre par l'autre, entre guillemets. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il y avait une force contraire qui est en train de se développer et qui vous amenait à dire stop, moi j'ai plus envie maintenant dans cette direction-là. Vous voyez, c'est un peu ça que je dirais par rapport à ça. Ça va? Oui. Comment vous voyez ça, vous? C'est plus sécurisant, hein. Je prendrai plus de temps, mais je ne m'exposerai plus aux mêmes blessures. Oui, puis moi je vous dirais qu'il y a un pouvoir là-dedans. Vous allez prendre, comme si vous preniez un pouvoir, comme si je sentais que l'énergie, cette poupée gigogna, elle descend dans vos jambes et elle manifestait justement une force qui vous fait peur, là, parce que c'est une force justement d'un individu qui n'est plus dans le mode de laisser des chances. Elle prend sa place, elle prend sa force et elle dit, ben voilà, si tu veux me montrer quelque chose, si tu veux me prouver quelque chose, prouve-le, moi je verrai ensuite. Ça, c'est un peu comme ça que je sens ça, comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus libre dans votre façon de concevoir les relations et les échanges, parce que vous n'êtes plus dans un processus où vous devez, à quelque part, mettre de l'eau dans votre vin. Non, non, moi je suis ce que je suis, puis toi, quelque part, si tu veux être que tu es, sois-le, puis moi je verrai quelque part si ça me convient. Toi, c'est un peu comme ça que je sens ça, comme s'il y a quelque chose de plus libre, comme un enfant qui quitte le monde de l'enfance pour devenir un adulte qui est de plus en plus dégagé et libre, je dirais. J'en suis bien heureuse, hein?
Maintenant, il va falloir maintenant être attentif à ça pour nourrir ça maintenant. C'est ça, c'est un potentiel futur. Et les potentiels futurs, c'est quelque chose qui n'est pas actualisé. Alors, pour le potentiel futur, pour l'actualiser, il faut le nourrir pour l'aider justement à ce qu'il prenne de plus en plus d'importance. Et je vais le nourrir comment? Ben, je vous dirais que c'est ça, justement, c'est en étant conscient qu'à chaque jour, vous avez justement à reconnaître cette femme-là, justement. Cette femme-là qui est dotée d'une certaine sagesse, je dirais, parce qu'elle a compris quelque part qu'elle ne pouvait plus faire confiance à l'autre. Donc, sa sagesse, c'est de comprendre qu'elle ne peut plus faire confiance à l'autre, il faut qu'elle fasse confiance à elle-même, et qu'il est important de faire pour vous. Ça va? Merci beaucoup. OK, donc c'était un peu comme une tentative de montrer un peu comment ça se passe dans un contexte de consultation. C'est sûr que les consultations se font différemment parce que la personne elle est couchée, puis bon, on part des pieds et on remonte jusqu'au sommet de la tête. Et l'idée, évidemment, c'est de favoriser, d'une part, une information pour comprendre où est-ce qu'on en est, d'autre part, la déprogrammation qui amène donc justement le potentiel futur à prendre forme et le soin énergétique qui permet de rétablir l'équilibre. Donc, c'est ça qui est fait un peu dans une consultation et c'est fortement encouragé d'enregistrer la consultation puisque l'enregistrement va vous permettre de réécouter tout le contenu de l'information qui a été donnée dans la consultation, ce qui va vous permettre donc de l'assimiler plus profondément puis de finalement favoriser une déprogrammation plus profonde aussi à l'intérieur de votre propre champ énergétique. Pourquoi c'est encouragé. Alors, pour les consultations, s'il y a des gens qui sont intéressés à partir de demain et vendredi, lundi possiblement aussi, il y a des consultations qui peuvent être possibles. Donc, il suffit peut-être de prendre contact avec moi. C'est 75 € pour une heure, à peu près 1h15. Et je vous encourage à enregistrer. Moi, je peux le faire, mais avec des moyens qui sont plus ou moins sûrs actuellement. Donc, si ça vous dit, ça serait bien d'amener de quoi enregistrer pour vous-même. Qui est un week-end très pratique, il est complet en lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas un week-end on arrête à un moment donné puis on a l'impression d'être en suspens. C'est vraiment l'apprentissage des 3 techniques que je vous ai présentées aujourd'hui, donc le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Donc la première journée, elle est plus orientée vers soi, où on apprend à faire le décodage, déprogrammation et soins sur soi, et la deuxième journée, plus orientée vers l'autre, et on vous montre vraiment comment faire vraiment pour le faire sur vous-même et sur d'autres personnes, avec les bases, plusieurs techniques qui vous sont enseignées de base, qui vous permettent ensuite de pouvoir pratiquer à la maison si vous le souhaitez. À partir d'octobre, il va y avoir donc des soirées, des soirées web, c'est-à-dire que vous allez être informé par des newsletters, vous allez avoir gratuitement accès à des rencontres avec moi, où les gens qui ont des questions suite à un enseignement vont pouvoir poser leurs questions dans ces rencontres-là. Et ça va être quelque chose qui va avoir lieu une fois par mois, régulièrement tout au long de l'année. Donc, c'est quelque chose de nouveau, ça, je le propose parce que justement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui reçoivent les week-ends, qui reçoivent l'information des week-ends, et souvent, ils sont un peu, après ça, bon, ils auraient envie d'avoir peut-être des fois d'intervenir, de nous poser des questions, et comme ils n'ont pas toujours la chance, ben, des fois, ils perdent un peu le fil de la pratique. Donc, pour encourager justement cela, ben, on a décidé de faire ces petites journées-là qui pourraient être intéressantes. Il y a aussi des enseignements web qui vont avoir lieu, donc des conférences web gratuites qui vont avoir lieu durant toute l'année aussi. Donc, ceux qui sont intéressés, vous allez sur le site web, vous devenez membre et vous allez avoir toutes les informations concernant donc, ces conférences web qui vont avoir lieu. Donc, il y a un autre événement aussi dont je voudrais vous parler. C'est du vendredi 20 septembre au dimanche 22 septembre. Il va y avoir comme un genre de un petit power, on va dire ça comme ça. Je collabore avec 2 amis à moi. Il y en a un qui s'appelle Benoît Leroy, qui est ici présent dans la salle ce soir. Et puis Tina Russio. Tina Russio, c'est une spécialiste en aromathérapie. Benoît Leroy est spécialiste en massage ayurvédique et en médecine ayurvédique globale aussi. Et on a eu l'idée, en quelque part, de combiner nos soins lors d'un petit événement qui aurait lieu donc dans les Pays-Bas. Ce serait donc les gens pourraient coucher sur place, ils bénéficieraient des soins de chacun d'entre nous à l'intérieur de ce week-end-là. Donc l'idée, c'est ça, c'est que chaque soin est synergique, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires les uns avec les autres, et permettrait donc aux gens de pouvoir bénéficier vraiment de 3 regards, de 3 visions qui se complémentariseraient pour arriver à faire un travail plus profond sur eux-mêmes. Et il y aurait une 4e personne, je pense, qui interviendrait aussi pour faire un peu d'animation aussi lorsque les gens n'ont pas de soins avec nous également. Donc, si vous êtes intéressé à cela, vous avez les petits feuillets verts qui sont ici, qui vous donnent donc l'information sur cet événement-là.
Et puis, il y a également, donc, je ne sais pas, j'en ai assez tout le monde, mais ça, c'est les activités automne 2013. Donc, il y a le week-end qui a lieu ici à Verviers qui est présenté dedans, mais également toutes les autres activités qui ont lieu dans mon périple. Donc, on revient avec cet événement-là qui va avoir lieu donc le 20 ou 22 septembre. Il va y avoir également tout un séjour. Je vais aller à Paris, je vais aller à Nantes, en Bretagne. Je vais aussi me déplacer donc, à Paris. Donc, vous avez un petit peu toutes les activités. Il y a également l'écoute imaginaire dynamique, qui est une autre activité qui est donnée par Jacqueline Lebovici, qui est une... Dans la pratique de l'écoute imaginaire, moi, ce que je trouvais important, c'était de présenter un cadre rigoureux pour développer l'intuition, les soins, tout ça, c'était pour moi très important. Mais à partir du moment que je l'ai fait, j'ai senti le besoin de me dire que ce serait bien d'avoir un autre volet qui serait plus proche de ce que j'appelle, moi, la transe chamanique, c'est-à-dire quelque chose qui serait moins cérébral, moins dans le processus donc, de développement d'une application, d'une technique, mais plus dans l'expérimentation, sans peut-être justement passer par l'aspect justement développement intuitif qui demande donc une concentration, etc. Donc c'est là que j'ai rencontré Jacqueline Lebovici qui, elle, propose l'écoute imaginaire dynamique, qui est une façon d'utiliser le dessin projectif, le mouvement libérateur, le mouvement dans le corps, les sons guérisseurs, les parfums sacrés et les rituels thérapeutiques comme outil, comme moyen pour permettre justement du travail de guérison. Donc, on revient un peu avec la tradition chamanique, avec ce qu'on appelait les transes chamaniques ou les rituels qui étaient effectués à ces époques-là, mais avec tous les ingrédients. Donc, Jacqueline arrive avec tous les ingrédients, puis elle vous les propose pour arriver justement à composer un rituel qui va être transformateur. Donc, Jacqueline a une formation en art-thérapie. Elle fait beaucoup de choses en chamanisme aussi, puis elle a une formation en psychothérapie plus classique également. Donc, elle est assez apte pour vous diriger. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas à Belgique comme tel actuellement, mais vous avez l'information sur le document si ça vous intéresse. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur le site internet de l'écoute imaginaire il va se transformer très bientôt. Donc, il va y avoir beaucoup de volets qui vont s'ajouter à ce qui est présenté présentement. Mais déjà, il est assez complet d'après ce qu'on me dit. Est-ce que vous auriez maintenant des questions sur l'ensemble de la conférence ou sur d'autres sujets par rapport à ce qui a été dit? Oui, vous pouvez dire, parce que j'avais déjà eu l'occasion de voir un petit peu par rapport à l'énergie. Je pense parce qu'on m'a dit que plus on fait des exercices, plus on peut développer l'intuition et on peut voir. Mais le problème aussi, c'est que des fois on pense que c'est l'intuition, c'est une réponse, alors que quelque part on se sent obligé de devoir répondre et de devoir mettre des mots. En fait, c'est très difficile parce qu'on peut faire des centaines d'exercices, mais quand est la vérité quand on le fait? Oui, mais c'est pour ça que justement que dans le travail intuitif, dans ce livre-là, par exemple, il y a une question de ça, c'est que dans le travail intuitif, on peut se dire intuitif. Comme au Québec, tout le monde est intuitif. Tout le monde se dit intuitif au Québec. Je ne sais pas ici en Belgique, mais au Québec, on est tous intuitifs. Et finalement, quand on regarde ce que c'est pour eux, l'intuition, ben, quelque part, c'est l'intuition instinctive que j'appelle. C'est-à-dire, on a une intuition qui vient comme ça, sans trop comprendre. Alors, quand on veut vraiment faire que l'intuition se développe et qu'elle devienne vraiment quelque chose de quotidien, de routinier, etc., avec lequel on peut faire confiance, il y a une chose qu'il faut développer en premier lieu, c'est la foi. La foi, c'est croire en mon outil de travail. Mon outil de travail, c'est l'intuition, c'est le processus imaginaire. Donc, je dois apprendre, chaque fois que je fais des exercices intuitifs, de prendre un cahier, un journal intime, un journal de bord, et inscrire ce qui s'est passé. Pourquoi je vais faire ça? C'est que ça va me permettre de faire un suivi de mes pratiques intuitives pour déterminer si elles sont justes ou pas. Si elles ne sont pas justes, je vais refaire un exercice intuitif pour me confronter mon intuition, pour lui faire part que j'ai constaté qu'elle n'était pas juste. Pour justement, il faut arriver, c'est un peu comme dans l'amitié. Un ami, quelque part, on peut lui dire « je vais te faire confiance ». Et on lui fait confiance, puis finalement, il nous fait un truc vache. Hein, tu m'as fait un truc vache hier, j'ai pas aimé ça. Je vais t'en parler, là, mais... Alors donc, c'est des choses, quelque part, qui nécessitent donc un apprentissage d'amitié. Un apprivoisement, ça rejoint un peu le Petit Prince, on doit prendre le temps d'apprivoiser l'amitié. Et l'amitié, quelque part, c'est faire confiance. Alors l'intuition, c'est exactement la même chose. Si on ne prend pas cette étape-là en considération, on va toujours avoir le doute, on va toujours avoir des hésitations, on va toujours être dans une forme d'incertitude. Et c'est ça, je pense, qui est dommage, parce que c'est là que ça devient plus difficile à faire confiance à la pratique intuitive à ce moment-là. Parce qu'on parle de divagation aussi. Ah, bien sûr. C'est un problème, parce que si on a trop confiance en l'intuition et qu'on l'appelle trop,
on voit des délégations qui sont complètement fausses. Oui, mais quand il y a une méthodologie, comme dans la pratique des coups de main, avec la méthodologie qui est proposée, il y a beaucoup moins de risques de se perdre. Parce que c'est sûr que quand on est dans l'intuition, sans trop savoir comment on fait, c'est vrai qu'on peut s'égarer complètement. Et je pense que dans cet égarement-là, il y a des dangers. Moi, j'en ai connu, j'ai même des gens qui suivaient les formations avec Ron à l'époque, il y en avait plutôt deux, qui sont retrouvés en psychiatrie. Parce que justement, comme il y avait un manque de cadre dans la pratique, on n'expliquait pas comment ça fonctionnait, des gens qui étaient déjà borderline pouvaient simplement amplifier leur processus de déséquilibre et le rendre encore plus important. Donc, c'est ça que ça m'a aussi questionné en me disant, mais il faut vraiment un cadre. Le cadre de fonctionnement, c'est ça que la pratique d'écoute majeure, on a mis en place. C'est un cadre qui permet de commencer avec une étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 et d'arriver justement à une certaine forme d'assurance de comment on peut arriver à développer la méthode. Et avec toujours se référer aux mêmes bases. Donc, c'est ce qui permet, je pense, d'avoir une plus grande assurance dans la pratique. Donc, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Il y a Le Messager que j'ai ici, qui c'est un récit initiatique. C'est un voyage. C'est un livre que j'ai écrit avec plaisir parce que c'est un peu comme un roman. Mais en même temps, c'est une histoire vraie. Les gens dont il est question sont des gens réels, qui sont en chair et en os, ou qui sont même décédés, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont décédés, et dans lequel, évidemment, ce voyage-là présente un peu la technique de l'écoute imaginaire, mais sans présenter l'aspect théorique ou l'aspect pratique. C'est vraiment une expérience que je vous fais vivre avec un message où on présente la mémoire comme étant une perturbation, comme une inhibition en fin de compte chez l'être humain. C'est-à-dire que la mémoire est devenue tellement importante, elle est tellement forte psychiquement qu'elle empêche l'être humain d'évoluer. Donc tout le travail de ce livre-là, c'est de proposer une méthodologie pour arriver à libérer la mémoire chez l'être humain. Donc c'est ça un petit peu qui est proposé dans ce livre-là, qui est donc un récit initiatique. Il y a celui-ci qui s'appelle « Décollage intuitif et soins psycho-énergétiques grâce à l'écoute imaginaire » qui est un livre à l'américaine. C'est des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. On a 21 étapes dans ce livre, ou 19 plutôt. Il y a 19 leçons pour développer la pratique d'écoute imaginaire. C'est un livre qui se présente plus comme un jeu et c'est des étapes, donc on vous propose de pratiquer. Donc ceux qui ont envie de pratiquer, qui veulent comprendre un peu la méthode, qui veulent s'initier d'une façon pratique, c'est un livre qui va plaire, parce que c'est ça vraiment le sujet de ce livre-là. Alors, évidemment, dans le week-end, on va aller dans cette direction-là, mais avec des techniques qui ne sont pas présentées dans ce livre-là nécessairement, mais l'objectif, c'est d'aller dans ce sens-là aussi, mais dans un encadrement avec un enseignant. Alors que dans ce cas-ci, c'est un livre dans lequel vous avez à explorer des produits qui ont donc un livre qui s'appelle « Apprenez à décoder vos biorhythmes psycho-énergétiques », qui est un livre basé sur les chakras. Il y a un jeu de cartes qui est en train de se faire. Celui-ci, c'est mon dernier, je ne l'ai pas réimprimé parce que je suis en train de le retravailler pour aller avec le jeu de cartes, pour aller avec des grilles également qui vont s'ajouter. Donc, d'ici quelques mois, il va y avoir d'autres produits qui vont s'ajouter autour des chakras et qui vont être plus des projets autour de jeux, autour de trucs ludiques en fin de compte, pour permettre le développement de l'intuition. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient dans peu de temps, donc ce jeu-là et puis ce livre-là qui vont compléter aussi la gamme des produits que j'ai présentement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'il y a des questions avant que je termine? Vous revenez quelque chose qui m'interpelle, parce que quand j'avais fait l'énergie, on disait qu'il pratiquait, à mon avis, vous me direz si c'est vrai ou c'est faux, il parlait de chirurgie vibratoire. Je me dis dans quel sens ce serait vrai, puisque vous, en parlant avec les rayons du soleil, vous avez dit que ça imprégnait le corps et puis que ça pouvait refaire les cellules. Donc pourquoi faire une chirurgie vibratoire? Là, vous dites chirurgie vibratoire, mais dans les termes de physicien pop, ça serait une chirurgie biolumineuse. On viendrait chercher quelque chose de similaire. Alors, en quoi ça consiste? C'est que par le décodage intuitif, on peut observer des perturbations dans un organe. Par exemple, le foie pourrait être congestionné. Il pourrait y avoir plein de détritus, de trucs vraiment congestionnés. Alors ça, c'est un état surchargé. C'est-à-dire que les organes, dans notre corps, peuvent être surchargés, peuvent être hypoactifs, hyperactifs. Il peut y avoir plein d'états énergétiques dans notre corps. Donc, quand on arrive à comprendre ces états-là, on peut donc intervenir sur eux avec des techniques, encore basées sur l'imaginaire, mais qui vont interagir avec l'organe. C'est ça l'idée. Donc, la chirurgie fait partie de ça.